Bonsoir. Bonsoir tout le monde. On est très heureux que vous soyez venus si nombreux et nombreuses ce soir, que vous soyez venus de Chambéry et alentours. Je vais nous présenter, on est les jeunes insoumis insoumises de Chambéry. Pour celles et ceux qui nous... Pour celles et ceux qui ne nous connaissent pas, on est un groupe d'action de la France Insoumise. On s'organise pour militer et pour créer des événements où on peut se rencontrer toutes et tous pour discuter de nos luttes. Notamment, on a organisé en octobre dernier une manifestation contre l'État colonial français. Et en février, on a aussi organisé, sur tout le mois de février, un cycle de conférences, d'ateliers pour se rencontrer collectivement et parler de nos luttes. On organise la semaine prochaine un apéro populaire le 16 avril. Il y a toutes les infos là-bas sur nos stands. Vous pouvez venir pour discuter avec nous, nous rencontrer, voir ce qu'on fait, si ça vous intéresse de nous rejoindre. On a notre compte Instagram sur lequel on communique beaucoup. Il y a des QR codes pareil là-bas si ça vous intéresse. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. On tenait à remercier grandement tous les militants et militantes de Savoie et de Haute-Savoie qui sont venus aujourd'hui pour tenir les stands, pour organiser le service d'ordre, pour installer la salle, pour faire la nourriture, etc. Alors, petit point rapide sur les événements à venir courant mai, des événements militants. Le 1er mai, grande manifestation à Chambéry. L'année prochaine aussi, pour celles et ceux qui ne savent pas, ce sera les élections municipales. Donc on est déjà en train de travailler avec des groupes de travail sur le programme pour créer une liste, etc. Voilà, si ça vous intéresse de participer aussi aux décisions locales, c'est le moment. Vous pouvez rejoindre sur les stands là-bas, il y a toutes les infos. Du 2 au 4 mai aussi se tiendra à Chambéry le village de la lutte palestinienne organisé par Urgence Palestine Chambéry. Leur stand est là-bas. On co-organise avec Urgence Palestine une conférence sur le continuum colonial. Voilà. Sur les stands, vous retrouverez aussi diverses pétitions, notamment celle pour la 6e République. Voilà, n'hésitez pas à faire le tour à la fin, il y aura tout ce qu'il faut. Après moi vont prendre la parole le collectif citoyen Chambéry Avenir qui voulait vous parler ce soir. Puis mes camarades jeunes insoumis viendront lire 2 discours qu'on a écrits. Et ensuite, place à Louis Boyard et vous pourrez lui poser des questions après sa prise de parole. Voilà, on pourra échanger tous et toutes ensemble. N'hésitez pas, si vous avez faim, il y a des stands de nourriture, il y a des crêpes au fond, tout est à prix libre, ça servira s'il y a des bénéfices à financer les prochaines actions, parce qu'on est pauvre, vu la précarité étudiante. Voilà. Il y a les stands du coup des jeunes insoumis, de la France Insoumise, où il y a des prises de contact, des tracts, des stickers, enfin voilà, n'hésitez pas à faire le tour. Il y a un nouveau syndicat étudiant aussi à Chambéry qui vient de se monter, donc si vous êtes au lycée, n'hésitez pas à les rejoindre, ils sont là-bas. C'est hyper important. Le stand présent aussi de la FIDES, association très importante d'éducation populaire qui nous aide à organiser tous nos événements, notamment le Forum populaire et qui est en train de se développer. Donc si l'éducation populaire vous intéresse, vous pouvez aussi aller parler avec eux. Et enfin, le stand d'Urgence Palestine qui vend des t-shirts, des kéfiers. N'hésitez pas à aller voir, ça servira à financer le village de la lutte palestinienne qui aura lieu, je le rappelle, du 2 au 4 mai à Chambéry. Free Palestine! Free, free, free Palestine! Tahia Palestine, exactement. Merci. Alors bonsoir à toutes et à tous. Donc je suis du collectif Chambéry Avenir, donc collectif citoyen,
qui essayons tous les jours d'intéresser les jeunes à la politique. Donc j'avais un petit message pour les jeunes, notamment les jeunes des quartiers populaires, et puis d'ailleurs aussi. Donc parler de citoyenneté, c'est parler d'égalité, de participation, de reconnaissance. Mais pour beaucoup de jeunes des quartiers populaires, cette citoyenneté reste incomplète, elle reste une illusion, parce qu'elle est inégalement appliquée. Et pourtant, c'est dans ces quartiers que l'on retrouve l'une des jeunesses les plus engagées de France. On se souvient en 1983 des jeunes issus de l'immigration. Alors certains sont trop jeunes aujourd'hui pour avoir connu ça. Ils ont marché de Marseille à Paris. On a appelé ça la marche de l'égalité contre le racisme. Elle a été surnommée par les politiques la marche des beurs. Ils étaient jeunes, souvent invisibles, mais ils marchaient avec dignité face aux violences policières, au racisme et à l'exclusion. Un acte de citoyenneté puissant, mais cette marche a été aussi une des premières récupérations politiques. Malheureusement, les marcheurs demandaient des actes concrets, mais les responsables politiques ont transformé leur lutte en simple symbole. Résultat, une méfiance durable envers les politiques. Ils écoutent, mais n'agissent pas. Aujourd'hui, 40 ans plus tard, les injustices persistent. Les contrôles aux faciès sont une réalité quotidienne. Un jeune noir ou arabe a bien plus de chances d'être contrôlé sans raison. Et dans l'emploi et les stages, le logement, les inégalités sont criantes. Un prénom à consonance étrangère peut suffire à ne jamais être rappelé. D'ailleurs, beaucoup de mamans, notamment à Chambéry-le-Haut, se sont plaints des contrôles qui vont en augmentant tous les jours. Les jeunes se font contrôler pour tout et n'importe quoi. Je vous passe les remarques racistes. Même à l'école, qui est censée être le socle de l'égalité républicaine, les inégalités sautent aux yeux. Certaines écoles privées, vous les avez entendues à la télévision, comme Stanislas, Betaram, bien dotés et élitistes, bénéficient de soutien malgré des pratiques parfois discriminatoires et inhumaines. D'autres écoles aussi privées, comme Al-Kindi ou Averroès, qui faisaient partie des meilleures écoles de France, des écoles en périphérie avec des élèves issus de milieux populaires et musulmans et qui réussissent, sont sous pression constante de l'État, contrôle, attaques médiatiques, menaces de fermeture. Aujourd'hui, et c'est l'impression qu'on a, c'est qu'aujourd'hui, c'est moins grave de violer des enfants que d'avoir un bloc de secours qui ne fonctionne pas ou une ligne comptable qui n'est pas bonne. Pendant ce temps, les écoles publiques aussi des quartiers se dégradent. Manque de moyens, manque de personnel, classes surchargées, professeurs épuisés. On se demande où est l'égalité. Et pourtant, les jeunes ne baissent pas les bras. En 2005, après la mort de Ziad Ebouna, la colère a explosé. Mais cette révolte voulait simplement dire une chose. C'était un cri qui disait « Nous aussi, on veut faire partie de cette République ». Et ce cri, beaucoup l'ont transformé en action. On a vu beaucoup de collectifs, d'associations, des recours en justice contre les contrôles faciès, notamment la lutte pour Adama Traoré avec le combat pour l'égalité. La citoyenneté doit toujours s'exercer au quotidien sur le terrain. Mais on doit aussi comprendre pourquoi tant de jeunes fuient la politique, parce que c'est la réalité. Pour beaucoup, elle n'a plus de sens, même quand ils votent pour des programmes, même quand une charte, notamment la charte qu'on a signée dans les quartiers populaires avant les élections municipales de 2020, est restée lettre morte. Rien n'a changé. Les politiques battent le pavé en campagne et puis disparaissent une fois élus. Alors oui, la défiance est logique, mais ce n'est pas une fatalité. Nous appelons la jeunesse à se mobiliser, à s'informer, à s'impliquer, parce qu'on ne naît pas politicien, on le devient. On l'apprend, on le construit. Je dirais d'ailleurs, il faut se méfier de ceux qui naissent politiciens. Nous, à Chambéry Avenir, on pousse les jeunes à s'emparer de leur avenir, à ne plus le déléguer, parce que demain, ce sont eux qui feront les lois, ce sont eux qui incarneront la République. Et aujourd'hui, plus que jamais, je m'adresse à toute la jeunesse de France. Ne cédez pas aux sirènes de l'extrême droite. Ne vous laissez pas piéger par leurs discours de peur et de division. L'extrême droite ne défend pas le peuple, elle le manipule. On a vu avec le RN, condamné pour détournement d'argent public, pour emploi fictif au Parlement européen, et plusieurs de ces figures qui ont tenu au relier des propos racistes, antisémites et islamophobes, notamment Bardella qui est allé en Israël en disant aux fascistes Netanyahou « Nous avons les mêmes ennemis que vous, c'est-à-dire les Arabes ». Ils disent défendre la République, mais oublient que la République, c'est liberté, égalité, fraternité, pas la stigmatisation, pas la haine.
Et ce n'est pas tout. Aujourd'hui, le visage de la France est sali dans le monde. Nos dirigeants nous salissent parce qu'ils ferment les yeux sur un génocide en cours à Gaza. Ils parlent de droit international. À l'école, ils nous ont appris le droit. Ils auraient dû juste nous expliquer que c'était la loi du plus fort qui primait. On ne serait pas étonnés aujourd'hui. Mais ne bougent pas. Ils parlent d'humanité, mais ignorent les enfants sous les décombres. Ce silence nous rend complices. Et nous, la jeunesse, ne devons pas être complices. Vous avez vu, je me mets avec la jeunesse. Et ce silence ne s'arrête pas aux frontières. Quand l'Ukraine avait été envahie à juste titre, la France a su accueillir, elle a su offrir des logements, des papiers, des écoles et des associations. Mais pour les Palestiniens, ce n'est pas la même histoire. Aujourd'hui, des enfants palestiniens sont refusés dans des écoles parce qu'ils n'ont pas de carnet de santé à jour, alors qu'on sait de là où ils viennent, il n'y a pas de vaccin. 2 poids, 2 mesures, on ferme les yeux pour certains et on ferme les portes pour d'autres, surtout quand ils sont arabes et musulmans. Alors à vous les jeunes, que vous soyez croyants ou pas, des quartiers ou d'ailleurs, vous avez la responsabilité de faire changer le visage de notre pays. Montrer que la jeunesse française est du côté de la justice, de la paix et des droits humains. Refuser l'indifférence, refuser la haine, porter une voix qui fait honneur à ce pays. Et comme le disait Martin Luther King, nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères, sinon nous allons mourir tous ensemble comme des idiots. À nous de choisir le vivre ensemble ou le rejet, l'union ou la peur, la justice ou la colère. Et je voulais finir par une petite réflexion qui me trotte dans la tête depuis un moment. J'ai envie de dire à tous ces gens qui nous disent que nous sommes le problème, un lundi matin, on devrait tous rester chez nous. Tous. Et on verra si le pays tourne. Et là, ils s'apercevront que nous sommes la solution et pas le problème. Nous, on choisit l'espoir. Et quand on écoute les médias, l'année dernière, il n'y avait plus d'huile parce qu'à cause des musulmans pendant le ramadan. Et cette année, ce n'est pas l'huile, c'est les œufs. Et l'année prochaine, je ne sais pas ce que ça sera. On choisit la fraternité, je sais que beaucoup de jeunes de ces pays font le même choix. Donc il faut s'unir et lutter contre tous les fascismes. Merci, Chambéry Avenir. Et j'ai oublié un petit message parce que j'ai failli l'oublier. On m'a dit de vous dire que quand vous allez souvent sur les réseaux, n'oubliez pas de liker la page de Chambéry Avenir, de mettre un petit like et un petit mot, ça nous fera beaucoup plaisir. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde, je suis Maxime, jeune insoumis de Chambéry, et je vais vous parler quelques minutes de l'escalade guerrière que nous traversons en ce moment. Depuis la dernière prise de parole de notre cher méprisant Macron, le sujet de la guerre a pris de plus en plus d'ampleur dans l'actualité. Nous ne sommes pas des géopolitologues, ni experts ou expertes en relations internationales, mais en tant que personnes engagées et militantes, nous ne pouvons pas rester dans le silence face aux dernières prises de parole du gouvernement. Depuis la prise de fonction de Trump, les choses ont bougé vite. Plus vite que personne n'aurait pu prédire, même pas Macron. Les Américains veulent que l'Union européenne investisse 800 milliards d'euros dans la guerre. Et évidemment, c'est mieux si c'est à leur profit. La très démocratique Union européenne et ses très droits et incorruptibles dirigeants et dirigeantes sont bien sûr en train de se précipiter à mettre en place ce plan nommé Rearm Europe. Quelle forme ce plan va prendre ? Que financera-t-il ? Les troupes, l'achat de matériel militaire, des lignes de production ? Dans tous les cas, nous disons non. Non à plus de militarisation, non à plus d'armes. Au lieu de rechercher la pacification sur le sol européen, les différents dirigeants et dirigeantes préfèrent relancer une économie militaire et se préparer à la guerre. Les intérêts pour la nation sont trop souvent considérés comme ceux qui assurent avant tout la stabilité de l'État et dans un second temps, la sûreté des citoyennes et citoyens. Actuellement, les différents bouleversements géopolitiques mondiaux sont dus aux différents impérialismes de pays essayant de préserver ou d'agrandir leurs intérêts, principalement économiques. En effet, une bataille à l'échelle mondiale a lieu sur différents fronts. Guerre économique, guerre militaire, exploitation des ressources, et j'en passe. Prenons par exemple l'exemple de l'Ukraine. La Russie est sans aucun doute l'agresseur dans l'histoire. Les pays occidentaux ont cependant leur part de responsabilité dans la situation actuelle. Faisant partie des plus forts de la cour de récréation et se sentant protégée par Oncle Sam, l'Union européenne a soutenu des manœuvres belligérantes allant à l'encontre du droit international. Ces dernières décennies ont ainsi permis de mettre à jour l'obscène immoralité des différents gouvernements occidentaux.
Et quand on sait que l'État français est le deuxième exportateur d'armes au niveau mondial, qu'en 2023 nous vendions toujours plus de matériel de guerre à Israël, et qu'on entend ensuite le ministre de l'Intérieur faire la morale en disant « Quand vous achetez de la drogue, vous avez du sang sur les mains », on a envie de lui répondre « Mais qui produit les armes qui mènent à des règlements de compte ? Qui fournit le matériel militaire, d'espionnage et des armes à des régimes autoritaires et des dictatures ? Le tout sans se soucier des répercussions. Ceux qui ont le sang de millions de personnes, voire davantage, sur les mains, ce sont les membres de ces gouvernements impliqués. » Mais Macron et sa pleine compétence mènent la France droit dans le mur, tout en enrichissant les multimillionnaires et les milliardaires qui le conseillent. Il cherche maintenant, grâce à sa grande habileté, à nous préparer à la guerre. Les dernières déclarations du gouvernement dans les médias nous indiquent que la guerre est à nos portes et qu'il faudra donc multiplier les sacrifices. Alors, comme à son habitude, le gouvernement en place cherche seulement à satisfaire les volontés du grand patronat. Depuis les Gilets jaunes et les différents mouvements sociaux et crises qu'il y a eu ces dernières années, Covid-19, réforme des retraites, soulèvement pour la justice et contre le meurtre de Naël, les mouvements sociaux à Mayotte, en Kanaki et j'en passe, Macron a pris l'habitude de gérer ce genre de crise par la force. Il réprime par le sang et la brutalité des coups et des matraques de LBT made in France, par l'élaboration et l'application de lois liberticides, meurtrières qui rappellent les années 40. Que nous prépare Macron ? Un mandat, les pleins pouvoirs. Ce qui est sûr, c'est qu'il a réussi avec compétence tout au long de son mandat à mépriser les Françaises et les Français selon la taille de leur portefeuille, à mépriser les pays dits du Sud et s'aborder le peu de légitimité qu'il restait à la France sur le plan des relations internationales, être la serpillière de l'extrême droite et la mener aux portes du pouvoir. Cette extrême droite ira la tête la première jouer à la guerre avec nos vies, avec toute la panoplie législative et oppressive léguée par Macron pour faire taire toute opposition. La collaboration ou la prison, la guerre et la misère, voilà ce que nous attend si on les laisse faire. Nous qui avons grandi dans le semblant de paix installé par la France sur son territoire en exportant la guerre, nous qui n'avons connu la guerre qu'à travers des écrans, des livres d'histoire et peut-être la bouche de certains de nos proches, voulons-nous vraiment continuer d'assumer une politique va-t-en-guerre ? Si oui, il faudra assumer les conséquences, les drames, les bombes et les morts qui vont malheureusement avec. Sinon, d'autres voies sont possibles. Et cela commence par faire entendre nos voix. Nos revendications sont simples et claires. Pas d'investissement dans la guerre, désescalade militaire, discussion et diplomatie. Car les armes servent à construire la guerre et servent d'ores et déjà à opprimer les peuples colonisés et populations racisées d'outre-mer. Et comme a dit le vieux, à bas la guerre. Je vais maintenant passer la parole à Jérémy, notre co-animateur des Jeunes Insoumis Chambéry, qui va vous parler d'une lutte tout aussi importante, l'antifascisme. Merci pour ce beau discours. Avec l'élection de Trump, la fascisation du monde s'est encore accélérée. Décrets liberticides, soutien explicite au nettoyage ethnique en Palestine, racisme et transphobie exacerbée, voilà ce que font les Trump, Musk et compagnie pour préparer leur monde dystopique à venir. Et en France et en Europe, nous ne sommes pas en reste, avec les Orban, Meloni et compagnie. L'extrême droite prospère sur les ruines et le désespoir que laissent les politiques néolibérales appliquées depuis des années dans le monde et en France par Macron et ses copains banquiers. Celui-ci n'est plus soutenu que par une poignée de bourgeois, avides de pouvoir et volant toujours plus d'argent aux travailleurs et aux travailleuses du pays. Parce que oui, ce sont eux les parasites. Macron, voulant ainsi satisfaire ses voraces, est obligé de se radicaliser toujours plus pour se maintenir au pouvoir, en se servant bien évidemment de sa police, tout aussi radicalisée, qui n'a pas vraiment l'air de servir le peuple comme elle le devrait, mais plus une petite caste prête à tout pour rester au pouvoir. Macron et ses copains nous pondent ainsi une loi narcotrafic qui va drastiquement réduire les libertés publiques. Et cela, quelques mois après, et aussi quelques mois avant, une énième loi raciste contre l'immigration. C'est le rêve pour l'extrême droite lepéniste qui porte, avec le gouvernement et tous les éditorialistes de plateau télé, à merveille les combats de Jean-Marie Le Pen. Ces gens-là, qui à la mort de Jean-Marie Le Pen ont parlé d'une figure de la vie politique qui aurait eu quelques polémiques. Ah oui ?
Alors pour vous, torturer les Algériens, c'est des polémiques. Pour vous, créer des partis politiques avec des nazis, c'est juste des polémiques. Parce que quand on crée un parti avec des nazis, c'est qu'on est d'accord avec eux. Et en effet, maintenant, les petits fachos se cachent plus beaucoup. Le meeting international des fachos l'a montré, avec plusieurs saluts nazis de fait. Mais ouf, Bardella, il est parti à ce moment-là. Bon, ça veut dire, en gros, les idées des fachos et des nazis, ça le dérange pas, mais les saluts nazis, ça le dérange. Bravo l'antifasciste, au fond. Pour finir, nous allons adresser un dernier mot pour notre ministre de l'Intérieur, qui n'est que l'émanation d'une élite de plus en plus islamophobe. En disant « à bas le voile », il veut exclure toute une partie des Françaises de la République. Mais en réalité, c'est lui qui l'exclut de la République, avec des propos ignobles et anti-laïques. Avec des propos qui continuent d'attiser la haine envers les musulmans, les immigrés et toutes les personnes racisées. Il continue de justifier ces actes de violence commis envers ces personnes par des milices d'extrême droite, par la police, parce que oui, la police tue. Et il continue de justifier le génocide en Palestine. Pardon. Il continue de justifier le génocide en Palestine, puisque d'après les dires du gouvernement Netanyahou là-bas, nous avons les mêmes problèmes qu'eux. Et Jordan Bardella et Caroline Yadan et tous les autres macronistes sont allés là-bas, évidemment. Mais nous sommes une génération qui ne se couchera pas. Nous sommes une génération qui n'acceptera pas ce colonialisme et ce racisme que bien des partis de gauche ont porté aux côtés de l'extrême droite. Nous sommes une génération pour qui il est devenu normal de vivre sous le seuil de pauvreté quand on est jeune. L'extrême droite veut maintenir cela. Eh bien nous nous battrons pour notre dignité. Nous sommes une génération dont l'avenir est plus que menacé par les crises écologiques. Alors pendant que les vieux bourgeois continuent de s'accaparer les terres et de tout piller partout, eh bien nous nous battrons pour notre avenir. Nous nous battrons et nous vaincrons. Nous vaincrons ce système plus qu'obsolète. Et nous abattrons la citadelle. Les camarades, je vous invite à lever les bras tous ensemble. Et on va partir pour un Siamo tutti antifascisti. Siamo tutti antifascisti. Bravo, bravo, c'est sûr, on va vaincre. Je vais maintenant passer la parole à Louis Boyard, qui va faire une petite intervention avant les questions du public. Bonjour Chambéry. Ma feuille tient à peine. Elle est plus ou moins sur le côté, de toute façon. Je trouve que la plupart des choses ont déjà été dites. Premièrement, ça fait extrêmement plaisir de voir qu'il y a autant de monde dans cette salle. Je sais ce que ça veut dire quand il y a autant de gens dans cette salle. Pour la plupart, en réalité, vous êtes déjà d'accord ou vous êtes déjà au courant de ce qui va se dire. Vous êtes là pour témoigner un soutien. Il y en a d'autres aussi, ils sont là parce qu'ils sont très curieux de savoir un peu ce que l'on dit, qui ne demandent qu'à être convaincus. Il y en a, très franchement, ils ne savent pas ce qu'ils font là. C'est le copain qui est venu les chercher et qui a fait « Allez, viens, ce sera sympa ». Je sais qu'il y en a d'un troll dans cette salle et je pense très très fort à vous. Si jamais j'ai une chose à vous dire, c'est que je suis extrêmement optimiste pour la suite. Et je sais que ça peut paraître curieux, parce qu'en ce moment, les choses sont sombres. Quand vous allumez la télévision, que vous allez sur les réseaux sociaux, tout est extrêmement sombre. Mais je veux vous convaincre que je suis certain que nous allons gagner à la fin de cette histoire, et c'est ce que je vais m'employer à faire aujourd'hui. Déjà... il faut que vous compreniez d'où part le début de cette histoire.
Le début de cette histoire, même si jamais on pourrait le débuter à la Révolution française pour faire référence à un bon copain à moi, on pourrait commencer cette histoire à partir du moment où vous avez François Hollande qui décide de quitter la vie politique. Non, parce que ces gens reviennent toujours par la fenêtre. Mais il faut comprendre que ce qu'est la France insoumise aujourd'hui, ce n'est pas normal. Il n'y a aucun autre mouvement politique de gauche radicale en Europe qui est aussi puissant que ce qu'est la France insoumise aujourd'hui. Et la France insoumise, c'est pas que ses porte-paroles. La France insoumise, c'est aussi vous qui êtes dans cette salle. Et j'aimerais rappeler quelque chose. La France insoumise, elle n'est rien sans les gens qui votent pour elle, qui vont dans les manifestations avec elle, qui portent le programme qui est porté par la France insoumise et qui aident à convaincre. Et alors qu'à chaque fois, ils nous disaient « jamais ça fonctionnera »,« non, c'est pas vrai de dire que vous allez pouvoir réussir à convaincre dans l'abstention », il y a un événement qui leur donne tort, c'est que nous avons gagné les dernières élections législatives. Il ne faut pas qu'ils oublient cette histoire. C'est nous, c'est vous qui avons gagné les dernières élections législatives. Alors, dans tout ce moment, on se retrouve dans une situation assez étrange dans laquelle on a un Premier ministre qui ne sert absolument à rien. Pour être très franc, parce que je suis un peu au milieu du truc, c'est-à-dire que tout le monde est d'accord pour dire que ce monsieur est nul, même son propre camp est d'accord pour dire que cet homme est nul, sauf que vous avez le Parti socialiste qui ne veut pas le censurer, parce que sinon ça risquerait de déclencher une crise institutionnelle qui pourrait déboucher sur la destitution du président de la République, et donc une présidentielle à laquelle ils ne sont pas prêts, pour vous ressortir de la loi travail et du 49.3. Et de l'autre côté, vous avez le Rassemblement national qui se trouve dans une situation qui est difficile. Marine Le Pen ne pourra pas se représenter à la prochaine élection présidentielle. Marine Le Pen ne pourra pas se représenter à la prochaine élection présidentielle et je veux en dire quelque chose. Le petit bal des pleureurs et des pleureuses qui s'est enchaîné sur les plateaux de télévision pour faire croire qu'un parti entier qui a détourné 4 millions d'euros, qui l'a volé au peuple français, que ces gens-là aient eu une tribune sur les plateaux de télévision est une indignité. Parce que qu'elles disent « c'est une injustice, je n'aurai même pas le droit à un appel », privilégié que tu es, elle va avoir un appel en 2026. Vous devez attendre 3 ans, 4 ans, 5 ans pour réussir à avoir un appel. Elle attendra seulement 1 an pour avoir son appel. Et vous savez quoi ? Elle sera à nouveau condamnée parce que c'est une voleuse, parce que c'est une menteuse. C'est une dame qui a piqué dans la caisse et qui a montré qu'en la matière, elle n'était pas véritablement différente des autres. C'est une première mise au point à faire sur le Rassemblement national. Parce que vous en avez beaucoup qui vous disent « Non mais quand même, elle au moins, ça mettra un bon coup de pied aux fesses à tous les autres. Tu vas voter pour une voleuse ? Parce que t'es précaire, tu vas aller voter pour une voleuse, ce qui nous permet de dire une chose. Nous, on n'a jamais piqué un seul euro dans la caisse. Nous, on a toujours été droit dans nos bottes. Pourquoi ? Parce que nous, on est pour une 6ème République. Parce que nous, on sait que les élus corrompus, les élus qui mentent, les élus qui trichent, c'est ça qui a découdé des millions de personnes de la politique. Nous, on vient faire la rupture avec ça. Nous, on est pour une révolution citoyenne. Et cette révolution citoyenne, avec la mobilisation du peuple français, elle dégagera les Macron, les Bayrou, les Le Pen, toutes les personnes qui ont piqué dans la caisse et toutes les personnes qui ont dégoûté le peuple français de la politique. Et les événements qu'on est en train de vivre ne doivent pas nous détourner de notre objectif, la révolution citoyenne, et ce sera la conclusion de mon intervention. On est en train de vivre un moment d'histoire, un moment de changement d'histoire dans le 21e siècle, dans lequel la finalité est la chute du capitalisme. Je ne le dis pas parce que ça me fait plaisir, bien que ça me fasse plaisir, mais le 21e siècle est le siècle dans lequel nous allons vivre l'effondrement du système capitalisme, c'est-à-dire la croissance économique à tout va, l'accumulation et compagnie. Tout ça ne sera pas possible pour 3 raisons. Premièrement, les contradictions propre au capitalisme, la situation dans laquelle nous sommes. Vous avez actuellement les 500 plus grandes fortunes françaises qui ont doublé leur richesse depuis qu'Emmanuel Macron est au pouvoir. Au moment où je vous parle, ces 500 plus grandes fortunes possèdent 45% du produit intérieur brut français. Et dans le même temps, vous avez subi depuis 2020 17% d'inflation. Vos salaires, vos revenus, ils n'ont pas augmenté de 17%. C'est quoi le phénomène qu'on est en train d'observer ? On est en train d'observer une caste de milliardaires et de millionnaires qui s'accaparent toutes les richesses d'un pays à travers l'inflation et qui derrière fait diminuer les salaires et les revenus. Et tout ça, ça a une conséquence. La conséquence, c'est que vous ne consommez plus.
Vous les connaissez, les petits commerces de proximité, vous avez de la famille, des amis, des gens qui disent, à chaque fois, moi, je vois les gens, ils vont dans la grande distribution, dans lequel en plus on a de la nourriture transformée qui entraîne plein d'autres problèmes de santé. Bref, parce qu'aujourd'hui, le peuple n'est plus en capacité de consommer, alors c'est toute la machine productive qui est en train de s'enrayer. Et ce phénomène-là, vous allez le voir au niveau mondial. Deuxième contradiction du capitalisme, le dérèglement climatique. Nous sommes en train de franchir des limites planétaires à mesure que les années passent. C'est totalement passé sous les radars. Mais structurellement, nous avons déjà dépassé les 1,5 degrés à l'échelle planétaire. Nous ne respectons pas les accords de Paris. Et les effets du dérèglement climatique commencent déjà à se faire sentir. J'ai vu là ce matin dans les journaux, vous avez l'entreprise Veolia. L'entreprise Veolia est aujourd'hui en train d'avoir, parce que ça c'est le génie du capitalisme, chaque fois qu'il y a un problème, ils trouvent un moyen d'en faire un business. Donc là, vous lisez Veolia, là on a un problème, c'est que l'eau douce va se faire de plus en plus rare. Alors vous pourriez avoir les grandes entreprises qui polluent, qui diraient « Ah quand même, il faudrait arrêter ». Non, vous avez Veolia qui dit « C'est un nouveau marché qui va doubler dans les 3 prochaines années, nous allons dessaler l'eau afin d'avoir de l'eau douce ». Ça, c'est l'autre contradiction de ce système. Il n'est pas capable de contenir les effets du dérèglement climatique tout simplement parce que ce n'est pas possible d'avoir une croissance économique illimitée sur une planète dans laquelle les ressources sont limitées. Et ce phénomène est un phénomène planétaire qui, de fait, mènera à la révolution citoyenne. Troisième point, c'est un point qui passe réellement sous les radars, mais qui est crucial. La démographie aujourd'hui est en baisse au niveau mondial. En 2080, la population mondiale atteindra un pic à 10,3 milliards de personnes à l'échelle de l'humanité, puis ensuite descendra légèrement de 2080 à 2100. Se pose maintenant une question qui est fondamentale. Comment faire la croissance économique alors que vous avez une récession du nombre de producteurs et de consommateurs? C'est la troisième contradiction ultime d'un système capitaliste qui, de fait, va tomber. Voilà pourquoi est-ce que je suis optimiste. Parce que pendant des années, on a des personnes qui ont mené des combats qui peut-être étaient vains, qui n'ont pas vu la victoire de leur vie. Mais c'est ça le message que je veux adresser à la jeune génération. Nous sommes dans le siècle dans lequel nous allons devoir changer de fond en comble le système économique, de fond en comble la société. Et c'est nous-mêmes qui allons devoir le faire. Et aujourd'hui, quand je vois ce qu'est capable de faire la jeunesse, oui, je suis profondément optimiste. Parce que si c'est nous qui sommes aux commandes, si c'est nous qui sommes aux manettes, alors en France et peut-être partout à travers le monde, on pourra enfin la faire tenir, cette promesse de liberté, d'égalité et de fraternité. Et ce que vous observez actuellement, ce sont des soubresauts. Lorsque vous avez, alors j'ai adoré ça, lorsque vous voyez Donald Trump qui arrive et qui dit « Je vais mettre des droits de douane sur tout le monde ». Il en a même mis sur les pingouins. Il a mis des droits de douane sur tout le monde. Alors là, vous vous retrouvez à avoir la Chine qui réplique très très fortement. Vous vous retrouvez à avoir des pays qui montrent les bras. Et puis voilà que nous ensuite, on a Emmanuel Macron qui arrive les bras ballants comme ça et qui dit « Nous allons devoir faire en européen ». Alors Macron monte sur ses grands chevaux et dit « Vous inquiétez pas, les Européens sont unis, il nous fait des grandes interventions ». Le soir, vous avez Donald Trump qui arrive et qui fait un discours en disant « Ils sont tous en train de me lécher les fesses ». Bravo Emmanuel Macron. Je vous dis ça parce que c'est pas vrai de parler de construction européenne, ça n'a pas de sens. Oui, on a du commun en tant qu'Européens. Moi, j'ai 24 ans, j'ai que connu l'Union européenne, j'ai que connu l'euro. Mais c'est pas vrai de dire qu'on a une unité entre nous. Ce n'est pas vrai de dire qu'il y a une unité politique européenne. Chacune et chacun a une vision de la politique, une vision de l'histoire et des intérêts qui sont différents. La réponse, elle doit se faire à une échelle nationale et peut-être si on est capable de se coordonner, alors on se coordonnera. Pourtant, vous avez Donald Trump qui a reculé. Il a dit pendant 90 jours, je ne mettrai pas les droits de douane. Alors vous avez Emmanuel Macron qui remonte sur ses grands chevaux et qui dit « C'est grâce à nous ». Non, pas du tout, c'est pas grâce à vous, vous êtes au milieu du piège. Qu'est-ce que cherche à faire Donald Trump ? Donald Trump est en train de faire la rupture avec le capitalisme mondialisé dirigé par les États-Unis, où globalement c'était un peu eux qui se faisaient les gendarmes du monde, tant d'un point de vue militaire que d'un point de vue économique. Donald Trump est en train de dire « Nous arrêtons tout ça, maintenant nous passons à la période de l'impérialisme américain ». Lui, son véritable combat, il est contre la Chine. Et il veut essayer de rester toujours numéro 1. Et si jamais pour soi, il doit manger tous ses alliés, alors il mangera tous ses alliés. Vous avez par exemple là, cette histoire de droits de douane, que cherche à faire Donald Trump ? Il ne cherchait pas réellement à nous mettre des droits de douane énormes. Ce qu'il cherchait à faire, c'était à mettre les Européens dans une position difficile et de nous obliger à acheter du gaz de schiste. C'est ça que cherche à faire Donald Trump. Nous obliger à acheter son gaz. Et vous voyez aussi une autre situation. Donc premièrement, est-ce que c'est raisonnable d'avoir autant de gaz de schiste en Europe alors qu'on vit le dérèglement climatique ? Mais vous avez une deuxième situation. Vous avez le réarmement en France.
Alors, j'ai encore une fois ce matin lu dans les journaux, on a une société française dans le Morbihan, à Lorient, qui s'appelle Naval Group. Naval Group produit des frégates, produit des bateaux de guerre. Et ils ont réussi à accélérer la cadence. C'est-à-dire que là où avant ils mettaient 36 mois pour produire une frégate, maintenant ils mettent seulement 30 mois. Et comment est-ce qu'ils font ? Ils ont des milliards d'euros d'argent public qui vient enrichir ces entreprises et les pousser à accélérer la cadence. Maintenant les amis, retirez le fil de tout ça. Est-ce que vous vous rappelez d'une campagne présidentielle dans laquelle vous aviez un candidat qui s'appelle Jean-Luc Mélenchon et qui disait « Nous allons injecter 100 milliards d'euros dans l'économie et ces 100 milliards d'euros que l'on injectera dans l'économie nous permettront de faire de la planification écologique, de créer des emplois pour toutes les Françaises, tous les Français et d'affronter les effets du dérèglement climatique. » Qu'est-ce qu'il nous répondait ? Il nous répondait « C'est impossible, ça va créer de l'inflation, ça va être la crise ». Donald Trump impose aux pays européens d'augmenter leur budget militaire par rapport à leur PIB et le budget que va investir la France sera de 80 milliards d'euros. Nous, on avait dit 100 milliards d'euros, ils nous disaient ça va tout exploser. Eux, ils sont en train de mettre 80 milliards d'euros précisément pour acheter des choses qui ne cherchent à faire une chose, c'est-à-dire tout faire exploser. C'est là que vous voyez que rien n'a de sens dans ce qu'ils sont en train de faire. C'est la crise chez eux. Ils ne savent plus comment relancer la machine productive. Alors pour relancer la machine productive, ils achètent des armes. Parce que la guerre, c'est vraiment facile quand on est un capitaliste, parce que vous l'utilisez une fois l'arme et ensuite vous pouvez refaire tourner la machine comme ça. Et c'est pour ça qu'on a besoin de faire une rupture. Parce qu'actuellement, dans la situation dans laquelle nous sommes, nous allons droit dans un mur. Voilà, je vois beaucoup de jeunes visages ici. On a toutes et tous appris la même chose à l'école. On nous a appris qu'après la Première Guerre mondiale, après la Deuxième Guerre mondiale, après les massacres de masse, après les génocides, on nous a appris qu'il fallait arrêter de résoudre les conflits par la guerre et qu'il fallait passer par le droit international, c'est-à-dire l'Organisation des Nations Unies, c'est-à-dire les différentes conventions. Et qu'il n'y avait que le droit international qui pouvait permettre de ne pas reproduire les erreurs qui avaient été commises par le passé. Maintenant, les amis, retirez le fil. Qu'est-ce qu'on est en train de voir ? À l'école, on nous a appris qu'il fallait respecter le droit international pour éviter la guerre. Aujourd'hui, Donald Trump, Macron et tous les autres sont en train de jeter le droit international par la fenêtre. À l'époque, on nous avait appris qu'il fallait respecter la nature et qu'il ne fallait pas réinvestir en masse dans la guerre et que donc il fallait faire une planification écologique. Ils sont en train de tout investir dans la guerre et rien dans la planification écologique. À l'école, on nous avait appris que les divisions, la haine et le racisme ne pouvaient mener qu'à des drames. Et aujourd'hui, vous avez 9 milliardaires qui possèdent 90% des chaînes télé qui sont en train d'utiliser tout leur pognon pour distiller la division, la haine et nous conduire à un drame. Voilà pourquoi est-ce que je vous parle de révolution citoyenne. Et voilà pourquoi est-ce que je vous dis que je suis optimiste. Parce que fut un temps, lorsque l'extrême droite prenait le pouvoir, elle avait un avantage stratégique par rapport aux autres. C'est qu'elle avait les jeunes avec elle. Sauf qu'aujourd'hui en France, c'est différent. Parce qu'aux dernières élections présidentielles et aux dernières élections législatives, c'est notre camp qui a été le premier vote de la jeunesse. Voilà pourquoi est-ce que je suis optimiste. Parce qu'on a la nécessité de l'action, parce qu'on n'a pas le choix, mais parce qu'on a les troupes pour le faire. Mais ça passera pas que par les porte-paroles de la France Insoumise. Ça passera par vous. Ça passera par le syndicat, ça passera par l'association, ça passera par vous dans la discussion de salon, dans la discussion de famille. Et déjà, à l'époque, on faisait des réunions publiques, on était 50. Aujourd'hui, on est 150 dans cette salle. Je suis optimiste parce qu'on a un peuple qui n'a pas le choix que de se soulever et qu'il a un débouché politique pour se soulever. Et ce débouché politique, il s'appelle la France Insoumise, Nouveau Front Populaire. Tous les pays européens nous envient notre situation et il faut le préserver comme un joyau. Et c'est pourquoi je tiens à le dire ici fermement. Les socialistes, les écologistes et les communistes qui ont jeté l'alliance et le programme du Nouveau Front Populaire 2 semaines après s'être fait élus par la dynamique du Nouveau Front Populaire ont trahi les électrices et les électeurs qui ont voté pour eux. Et pour la prochaine, on ne se refera pas avoir. Ne vous refaites pas avoir. Et je sais ce que certaines et certains d'entre vous me diront, vous me direz, oui, non mais Louis, nous on essaye d'intéresser les jeunes à la politique, mais ça ne fonctionne pas. Écoutez, il faut comprendre quelque chose. Ce n'est pas vrai que de dire que la jeunesse est dépolitisée. La jeunesse n'a jamais été aussi politisée. Pour une raison très simple, c'est que la jeunesse n'a jamais été aussi connectée. Tous les jours sur les téléphones, sur les réseaux sociaux, on regarde un petit peu la fête qui s'est passée la veille, on regarde les news de Tata, et puis hop, vous avez ici cette petite information d'Hugo Décrypte ou de Jean-Luc Mélenchon ou de beaucoup d'autres. À chaque fois, on est connecté à de l'information. Même les joies des petits-enfants qui ont 8 ans, vous vous rendez compte, il y a des enfants de 8 ans à des meetings politiques. Même eux,
ils entendent ce qui se passe, ils voient ce qu'il se passe. Le véritable sujet, c'est pas que la jeunesse, elle est dépolitisée, elle a une conscience politique, elle a un avis sur l'égalité entre les femmes et les hommes, elle a un avis sur la question du racisme, elle a un avis sur la question du partage des richesses. Le véritable sujet, c'est que la jeunesse, elle n'est pas connectée aux institutions. Et c'est pour ça que vous entendrez souvent cette phrase de la part des jeunes, « Oui, mais moi, la politique, c'est pas fait pour rien, moi, la politique, ça ne m'intéresse pas. » C'est pas vrai. Tous les jeunes sont intéressés à la politique. Par contre, ce qui ne les intéresse pas, c'est les institutions. Et donc nous, notre rôle en tant que militants politiques, c'est de les connecter aux institutions, de leur expliquer, bah oui, écoute, ce qui s'est passé lors des dernières élections législatives, on est arrivé en tête, mais le président de la République, il a le pouvoir de choisir le Premier ministre, d'outrepasser l'Assemblée. Il faut expliquer ces choses-là, parce que vous ne pouvez pas compter sur l'école pour expliquer ces choses-là. Et c'est le deuxième point sur lequel je vais. C'est qu'il y a un véritable sujet dans le programme politique à porter sur la question de l'école. J'ai une question que je vous pose qui n'appelle pas forcément réponse parce qu'il n'y a pas d'accord sur ce sujet-là. Mais interrogez-vous et interrogez les gens autour de vous. Quel est le rôle de l'école ? Personne n'a de réponse exactement pareille. Et c'est un symptôme qui est déjà assez inquiétant de voir que pour ce qui est le socle, le pilier de la République, on n'est pas d'accord pour dire à quoi sert l'école. Alors vous allez en avoir qui vont dire oui, ça sert à l'instruction, ça sert à apprendre des champs optiques. Il y en a d'autres qui vont dire bah non, ça sert à former des citoyennes et des citoyens. Vous en avez beaucoup plus cyniques qui diront ça sert à garder les mômes à l'école pour que les parents puissent aller travailler. Mais interrogez-vous sur ce qu'est l'école aujourd'hui et ce qu'en a fait Emmanuel Macron. Parce qu'il ne faut pas sous-estimer. Hein. Le chantier qu'a le plus profondément travaillé Emmanuel Macron, c'est la question de l'école. Et tout le programme politique scolaire d'Emmanuel Macron se comprend avec cette phrase qui a été prononcée par Elisabeth Borne. Il faut s'intéresser à l'avenir professionnel et à la formation dès l'école maternelle. Ça, c'est la ministre de l'Éducation nationale qui n'y connaît rien de son propre aveu. Non mais ça peut faire rire ou ça peut rendre triste, mais pour les personnes qui ne connaissent pas ce qu'est le lycée, ne connaissent pas ce qu'est l'université parce qu'ils y étaient depuis longtemps. Moi, j'étais en filière ES, économique et sociale. Le lycée que j'ai connu, alors que pourtant il y en a qui diront que je suis tout jeune, n'a rien à voir avec ce qu'est le lycée aujourd'hui. Aujourd'hui, l'école, elle est faite pour effectuer un tri social et pour essayer de faire en sorte que les gens ils aillent travailler le plus rapidement possible à ce qui est le plus utile et le plus rapidement au patronat, et je vais développer. Premièrement, la sélection forcée commence dès la 3e. Et il y a un drame français. Dès la 3e, c'est la question de la filière professionnelle. La filière de la voie professionnelle est l'une des plus grandes filières qui puisse exister en France. Et j'ai même envie de vous dire, c'est l'une des plus grandes filières qui puisse exister en Europe. Parce qu'en France, nous sommes le pays le plus productif et avec les gens les plus formés et les plus techniques. Faire de la voie professionnelle, ce n'est pas faire du travail manuel. Parce que si jamais vous n'avez pas une tête bien remplie et bien faite, vous ne savez pas quoi faire de vos mains. On forme des intellectuels, on forme des techniciens de très très haut niveau dans la voie professionnelle. Mais regardez comment est-ce que ça se passe en 3e. Je me rappelle quand j'y étais, Et la professeure principale est rentrée dans la salle de classe, elle s'est assise et elle a dit « Toi, tu vas en professionnel, toi, tu vas en général, toi professionnel, toi général, toi professionnel. » Et à 14 ans, c'est à ce moment-là que j'ai vraiment pris conscience de ces choses-là. À 14 ans, la division par classe sociale et le racisme dans l'orientation scolaire étaient évidents dans la répartition sur la voie professionnelle et la voie générale. C'est pourquoi, dès le début du début, si vous posez la question de l'éducation, il faut poser la question de l'orientation. Et si vous posez la question de l'orientation, il faut poser la question de la liberté d'orientation pour toutes et tous. Et cette liberté d'orientation, elle passe par la fin de l'orientation sur vie, mais elle passe aussi par la réorientation. Parce qu'on a le droit, quand on est petit, de changer de filière et compagnie. Parce que dans ce qu'a fait Emmanuel Macron, vient ensuite la première et la terminale. Où là, maintenant, vous avez 11 spécialités. 11 ou 12, les lycéens ? Ouais 11 ou 12. Sur ces spécialités, alors maintenant dans ces spécialités, elles ne sont pas toutes à égalité dans toutes les écoles. Attention, vous n'avez pas toutes les spécialités dans tous les lycées. Si vous allez dans les lycées de Bourges, rassurez-vous, les Bourges ont toutes les spécialités. Par contre, si vous allez dans les lycées ruraux ou dans les lycées de quartier populaire, alors là, il n'y a pas toutes les spécialités. Sauf que le problème, c'est qu'à partir du moment où vous devez choisir vos spécialités, vous savez qu'il y a Parcoursup qui vient derrière. Et donc, déjà ensuite, en première et en terminale, se pose la question de l'orientation pour s'avantager le plus possible sur Parcoursup. Et si vous êtes de quartier populaire et si vous êtes de la ruralité, alors vous êtes désavantagé. Puis après vient Parcoursup. Bon, je n'ai pas à vous apprendre en quoi Parcoursup est une calamité. À chaque fois, on nous demande par quoi est-ce que vous allez remplacer Parcoursup. La réponse est très simple, par rien.
on va supprimer Parcoursup et on ouvrira des places à l'université. Fut un temps, on n'avait pas besoin de Parcoursup. Pourquoi ? Parce qu'on mettait suffisamment d'argent pour permettre aux enfants d'avoir l'instruction qu'ils souhaitent. Je vous raconte tout ça pour que vous compreniez qu'aujourd'hui, quand vous êtes jeune, non seulement vous voyez les turbulences et les bouleversements partout à travers le monde, mais surtout, des adolescents sont mis en compétition les uns avec les autres pour savoir quel sera le métier de leur vie. C'est une compétition malsaine, c'est une compétition qui n'a pas de sens, et c'est une compétition qui n'a qu'un seul objectif. Faire en sorte que les enfants de prolos continuent de rester des prolétaires, et faire en sorte que les enfants des classes aisées, quand ils n'ont pas ce qu'ils veulent, ils puissent aller dans le privé, et aller dans le marché privé de l'éducation qui a été multiplié par 3 depuis qu'Emmanuel Macron est arrivé. Et là, vous pouvez commencer à saisir quel est l'esprit des jeunes. Parce que quand vous avez 14, 15, 16, 17 ans, que vous êtes mis en compétition pour savoir quel sera le métier de votre vie, que vous arrivez à l'université, d'ailleurs dans l'université, il faut en parler. Aujourd'hui, à l'université, il est institutionnalisé que lorsque vous ferez vos études, vous les ferez en étant pauvre. Et si jamais il y a des étudiants, mais il faut le dire, et lorsque vous entendez, pardon, mais je sais que sur les universités, vous en avez qui disent « Moi, je suis Rassemblement National ». Écoutez, et répondez-leur calmement. C'est quoi le programme du Rassemblement National pour lutter contre la précarité étudiante ? C'est lorsque vous travaillez à côté de vos études, on va vous donner 700 € en plus. C'est-à-dire que lorsque vous êtes un étudiant précaire, non seulement vous êtes obligé de travailler, ce qui vous laisse 2 fois moins de temps que les gosses de Bourges pour pouvoir réviser le partiel ou suivre les cours, ce qui donc n'est pas en accord avec le principe d'égalité promu dans la devise liberté, égalité, fraternité. Mais deuxièmement, même quand tu travailles à côté de tes études, au maximum, tu auras 700, 800 €, soit tu es toujours sous le seuil de pauvreté. Autrement dit, le programme du Rassemblement National pour lutter contre la précarité étudiante, c'est bosse et reste pauvre. Voilà ce qu'est le programme du Rassemblement National contre la précarité étudiante, et il faut faire passer le message. Puis après, ensuite, vient le moment du travail quand vous êtes jeune. Et alors là, il y a une espèce d'aberration qui est passée sous le nez de tout le monde. Et cette aberration, elle s'appelle l'apprentissage. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Pour beaucoup de jeunes, l'apprentissage, c'est une bonne chose. Et il y en a qui se réjouissent d'avoir l'apprentissage. Et effectivement, pour se former professionnellement, c'est intéressant l'apprentissage. Attention, pas sans voie professionnelle avant. Parce qu'aujourd'hui, le programme d'Emmanuel Macron, c'est de détruire la voie professionnelle pour laisser l'apprentissage. Sauf que maintenant, regardez la situation. Aujourd'hui, ça aussi, il y a peu de gens qui le savent. Vous avez entre 5 millions et 6 millions de personnes qui sont inscrites à France Travail, Pôle emploi. 5-6 millions selon les différents paramètres que vous mettez à l'intérieur. Mais la question se pose, combien y a-t-il d'emplois disponibles actuellement en France ? 30... Pas loin. Il y a entre 400 000 et 500 000 emplois vacants actuellement en France. En réalité, si jamais aujourd'hui on se retrouve à avoir une telle pression sur les salaires, c'est parce qu'il y a eu une désindustrialisation qui a été organisée pour faire en sorte que vous ayez plus de personnes qui cherchent des emplois que de personnes qui ont réellement accès à un emploi. Et ça permet de faire pression sur les salaires et ça permet même autre chose. Ils ont dit pour faire baisser le chômage des jeunes, on va faire de l'apprentissage. Et dites-vous maintenant, quand vous avez un jeune qui fait de l'apprentissage, hop, il est compté comme un travailleur. C'est comme ça qu'ils font baisser les chiffres du chômage et qu'ils les trafiquent. Sauf qu'aujourd'hui, l'apprentissage, c'est devenu quoi ? C'est devenu un contrat jeune. Et c'est un contrat jeune qui vous fait vivre sous le seuil de pauvreté. Donc l'apprentissage, nous, on n'a pas de souci avec ça. Mais à partir du moment où l'apprentissage permet aux jeunes de vivre au-dessus du seuil de pauvreté. Et là, vous avez une ligne qui se trace. Vous êtes au collège, selon votre couleur de peau, selon votre genre, selon votre origine sociale, vous êtes déjà orienté de force. Puis ensuite, vient le lycée, pareil, couleur de peau, origine sociale, genre, orienté de force. Université, origine sociale, couleur de peau, genre, orienté de force. Emploi, même chose. On est au milieu d'un quartier populaire, je vais pas apprendre ici aux gens que vous pouvez envoyer des centaines de CV. Si vous avez la couleur de peau noire ou un prénom arabe, c'est tout de suite beaucoup plus difficile de trouver un emploi. Lorsque vous mettez tout ça mis bout à bout, vous avez une situation qui est explosive. C'est-à-dire que vous avez toute une série de personnes qui ont des intérêts communs pour essayer de déboucher sur une autre situation politique. Et cette situation politique, c'est ce que nous appelons la révolution citoyenne. Alors, on a connu de nombreuses révolutions en France, on en connaîtra probablement une très très rapidement, c'est dans notre tradition. Mais une révolution citoyenne, elle est un peu différente des autres et c'est un phénomène qu'on voit un peu partout à travers le monde. Aujourd'hui, on pourrait distinguer les choses de cette manière. Vous avez le peuple et vous avez l'oligarchie. Le peuple, c'est toutes les personnes qui ont besoin d'un accès au réseau pour subvenir à leur propre existence. Qu'est-ce que ça veut dire ? Aujourd'hui, si vous voulez de l'eau, il faut aller au robinet. Hop, vous soulevez le robinet. Sauf que vous devez payer.
Si jamais vous voulez vous chauffer ou si jamais vous voulez allumer la lumière, hop, il faut payer l'électricité. Bah là, vous accédez à un réseau. Si jamais il faut aller au travail, hop, il faut prendre les transports, ça c'est un réseau. Les réseaux, c'est tout ce qui est indispensable à votre vie et à votre survie. Sauf qu'aujourd'hui, ces réseaux, ils sont appropriés de plus en plus dans les mains de quelques petites personnes qui sont l'oligarchie. La privatisation de l'eau, l'explosion des prix de l'électricité ou même les transports en commun qui sont de plus en plus chers. C'est parce que vous avez des personnes qui se font de l'argent sur des choses qui vous sont indispensables à votre survie. Et là, aujourd'hui, les gens, ils commencent déjà à tirer la langue. Parce qu'à chaque fois, c'est toujours le prétexte. Ah, la dernière fois, c'était le Covid. Ah bon, il y a le Covid, alors il y a une inflation. Puis après, ensuite, ah bon, bah d'accord, c'est la guerre en Ukraine. Et puis, ah bon, quand même, vous savez, il y a Donald Trump qui est arrivé au pouvoir aux États-Unis, donc encore l'inflation. Depuis 2020, 17% d'inflation. Est-ce que les revenus et les salaires, ils ont augmenté de 17%? Non. Alors où est-ce qu'il est parti cet argent? Il est parti dans les poches des 500 plus grandes fortunes qui ont doublé leur fortune depuis que Macron est là et qui aujourd'hui pèsent 45% du PIB du pays. Le cœur du problème, c'est cette richesse qui est accaparée par ces gens. Et nous, le programme politique auquel nous appelons, c'est reprendre ces richesses qui ont été volées au peuple français, les injecter dans l'économie et les injecter dans ce qui a du sens. Si jamais ils sont capables de mettre 80 milliards dans des armes, alors on est capable de mettre 100 milliards pour rénover thermiquement les bâtiments, qui sont des passoires thermiques dans lesquels il fait trop chaud l'été ou trop froid l'hiver. On est capable de faire des hydroliennes ou des barrages pour avoir une indépendance énergétique. On est capable d'avoir 200 000 personnes supplémentaires dans notre agriculture. Nous, c'est ça notre programme politique. C'est prendre à ceux qui ont volé au peuple français, le réinjecter dans l'économie, faire le partage des richesses et derrière faire la planification écologique. Et pour permettre de relancer cette consommation populaire, alors oui, nous allons augmenter les salaires. Oui, nous allons faire la retraite à 60 ans. Oui, nous allons revaloriser le RSA. Oui, nous allons redonner les droits aux chômeuses et aux chômeurs. Et c'est pas de l'argent qui est volé, parce que ces gens ne produisent rien. Cet argent, c'est le vôtre. Alors il appartient qu'à vous d'aller le récupérer en participant aux manifestations et en votant. Et une fois qu'on aura gagné cette élection, les choses sérieuses commenceront et je vais vous en détailler les étapes. La première mesure que nous mettrons en place une fois que nous serons élus, c'est de convoquer l'Assemblée constituante. L'Assemblée constituante sera composée de citoyennes et de citoyens qui n'ont jamais été élus et qui seront accompagnés par des constitutionnalistes pour écrire la constitution de la 6e République. Dans cette constitution de la 6e République, il y aura la révocation des élus pour pouvoir dégager Bayrou ou Macron quand on le veut. Dans la constitution de la 6e République, il y aura le référendum d'initiative citoyenne. Parce que lorsque vous avez un gouvernement qui passe en force sur la réforme des retraites, alors le peuple peut intervenir dans la démocratie et les empêcher de le faire. Dans cette constitution, vous aurez toujours la constitutionnalisation de l'IVG. Et nous sommes le premier pays au monde à avoir constitutionnalisé l'avortement, ce qui est une belle réponse aux États-Unis qui font reculer les droits des femmes. Dans la constitution de la 6e République, vous aurez la règle verte qui dit qu'il n'est pas possible de prendre plus à la nature que ce qu'elle est en capacité de reconstituer. Dans la constitution de la 6e République, il y aura le droit au logement pour ne plus continuer avec cette situation indigne, avec des personnes qui dorment dans la rue, où on doit expliquer aux gamins pourquoi est-ce qu'une personne dort dans la rue et on ne peut pas l'aider, alors que vous avez près de 4 millions de logements vides en France qui ne servent absolument à rien et qu'on peut réquisitionner pour que plus personne ne dorme dans la rue de notre pays. Ça, on va le mettre dans la constitution de la 6e République. Dans la constitution de la 6e République, l'eau sera un bien commun, c'est-à-dire que ce ne sera plus possible pour une poignée de millionnaires et de milliardaires de s'accaparer la ressource rare de l'eau et de s'en servir pour faire de la rentabilité avec. Tout comme l'électricité, tout comme l'alimentation. Dans la 6e République, tout ce qui est indispensable à la survie du peuple sera donné au peuple qui aura le pouvoir d'intervention dans la démocratie, au service du peuple, au nom du peuple et dans l'intérêt du peuple. Voilà ce que c'est que la révolution citoyenne. Mais cette révolution citoyenne, croyez-moi, elle inquiète. Et elle inquiète dans les plus hauts sommets. Je vais vous raconter quelques petites histoires. Déjà, premièrement, qu'est-ce qui s'est passé après les élections législatives? Après les élections législatives, où, je le rappelle, vous avez gagné les élections, nous arrivons en tête et vient le moment difficile pour Emmanuel Macron. Il est difficile pour lui de nommer Lucie Castet qui a été désignée par le Nouveau Front Populaire. Pourquoi? Je vais vous raconter un secret. Nous avons un petit tiroir dans le siège de la France Insoumise. Et dans ce petit tiroir, nous avons des décrets. Un décret, il a ça de pratique que vous n'avez pas besoin de passer par l'Assemblée nationale pour qu'il soit signé. C'est une compétence du gouvernement. Et donc le gouvernement a juste à signer un papier et le décret, il est appliqué.
À la seconde où nous arrivons au pouvoir, on fait passer un certain nombre de décrets. Premier décret, abrogation de la réforme des retraites. Deuxième décret, augmentation du SMIC à 1 600 €. Troisième décret, reconnaissance de l'État de Palestine. Quatrième décret, abrogation de Parcoursup. Cinquième décret, et on continue comme ça, on continue comme ça, on continue comme ça. Imaginez un peu la réaction du peuple français le lendemain matin en allumant la télévision et en regardant, mon Dieu, des politiques qui tiennent leurs promesses. Enfin, quelque chose a changé dans ma vie. Eh bien, écoutez, je suis peut-être pas forcément d'accord avec eux, mais j'ai envie de continuer pour voir. Et 3-4 jours plus tard, quand ils auraient essayé de nous censurer à l'Assemblée nationale, on serait monté à la tribune de l'Assemblée nationale et on leur aurait dit « Qu'est-ce que vous allez faire en faisant tomber notre gouvernement ? Vous allez empêcher l'abrogation de la réforme des retraites. Vous allez empêcher la reconnaissance de l'État de Palestine. Vous allez empêcher l'augmentation des salaires. Vous allez empêcher toutes les mesures qui sont demandées par le peuple français dans la rue depuis des mois et des années. Vous allez aujourd'hui faire un vote contre la démocratie, un vote contre le peuple français. Ils en auraient été incapables. Emmanuel Macron et les oligarques savaient très bien qu'à la seconde où on prenait le pouvoir, on allait avoir le soutien populaire et c'est pour ça qu'il était impossible pour eux de nous laisser le pouvoir seulement une journée. Alors Macron, il s'est dit, bon quand même, je dois tenir compte des élections. Non, président de la République, tu ne dois pas tenir compte des élections. Les élections, elles s'appliquent à toi parce que tu n'es pas le roi de France. Le seul souverain dans ce pays, c'est le peuple. Donc quand le peuple te dit de faire quelque chose, tu fais ce que le peuple te dit de faire parce que tu es son serviteur, premièrement. Et donc, il dit, écoutez, je vais nommer je vais nommer Bernard Cazeneuve. Non mais attendez, il arrive dans la suite de l'histoire. Macron se dit, je vais nommer Bernard Cazeneuve. C'est Le Monde qui raconte cette histoire. Je vais nommer Bernard Cazeneuve. Bon, je vous rassure, on l'aurait censuré quand même. Mais bref, Bernard Cazeneuve, donc ancien Premier ministre de François Hollande, ministre de l'Intérieur. Ce Bernard Cazeneuve, il aurait été nommé Premier ministre. À ce moment-là, il y a Bernard Arnault qui appelle Emmanuel Macron et qui lui dit « Non, même Bernard Cazeneuve, c'est trop ». Et donc, il nomme M. Barnier, qui tombera quelques mois plus tard. Et aujourd'hui, on se retrouve avec M. Bayrou, qui est là uniquement parce qu'il est suffisamment nul pour inquiéter personne pour la prochaine présidentielle, mais pas suffisamment bon pour servir les intérêts du peuple français. Bref, voilà la situation politique dans laquelle nous sommes. Pourquoi est-ce que je vous raconte ça ? Parce qu'on n'est plus dans une situation normale. On n'est pas dans une situation dans laquelle la volonté du peuple, elle est respectée. Quand vous avez les gilets jaunes, alors oui, la volonté populaire des gilets jaunes, elle s'impose au gouvernement et elle s'impose à l'Assemblée nationale. Quand vous avez tout le pays qui manifeste contre la réforme des retraites, normalement, le gouvernement, il aurait dû reculer, il aurait même dû tomber. Lorsque vous avez un génocide en Palestine sous les yeux du peuple français, mais que la classe politique et la télévision fait comme s'il n'existait pas et qu'il y a une majorité du peuple français qui est indigné par ce qu'il passe, oui, c'est une défaillance démocratique. Et lorsque vous votez et que vous gagnez les élections et que ce n'est pas le programme politique pour lequel vous votez qui s'applique, alors oui, c'est qu'on est déjà sorti de ce quelque chose. Et je vous raconte tout ça pour que vous compreniez. Le jour où le peuple collectivisera les biens qui sont nécessaires à la survie du peuple, alors forcément, ça va aller contre les intérêts de gens très puissants. Et ces gens très puissants savent très bien ce que nous sommes en train de faire et ce que vous êtes en train de faire. Ce n'est pas vrai de dire que ces gens vont nous donner le pouvoir gentiment. Ces gens ne sont pas des démocrates. Ces gens sont des oligarques. Ils ont des intérêts à défendre et ils font tout pour les défendre. Et la solution qu'ils ont trouvée pour aujourd'hui défendre leurs intérêts, c'est l'islamophobie et le racisme. Et l'instrumentalisation de l'antisémitisme. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'il y a ces gens qui racontent... Non mais, je me rappelle par exemple le ministre des Affaires étrangères, Manuel Valls, qui dit « Il y a aujourd'hui un problème d'antisémitisme dans le monde arabo-musulman. » En racontant ça, et il le dit en défendant Israël, en racontant ça, il se rend coupable et d'antisémitisme, et d'islamophobie, et de racisme. Premièrement, parce que les juifs français ne sont pas engagés par ce qui est fait par le gouvernement israélien. Et raconter que ce qui est fait par le gouvernement israélien engage les Français juifs, alors oui, c'est être antisémite. Les Français juifs, ils sont libres d'eux-mêmes. Et même, ils sont nombreux à s'indigner de ce qui est en train de se passer actuellement à Gaza. Faire l'amalgame entre Israël et juifs, ça c'est de l'antisémitisme. Raconter qu'il y aurait dans les quartiers populaires des gens qui, parce qu'ils sont musulmans, seraient antisémitisme, c'est essentialiser les musulmanes et les musulmans et c'est faire de l'islamophobie. Et raconter que dans les quartiers populaires, il y aurait un monde arabo-musulman qui aurait des intérêts qu'ils chercheraient à défendre contre la République française, ça s'appelle du racisme. Et quand vous entendez ça à la chaîne, sur les plateaux de télévision, c'est une stratégie délibérée. C'est une stratégie délibérée de la part de 9 milliardaires qui possèdent 90% de la presse et qui cherchent à diviser le peuple français. C'est pourquoi il faut qu'on resserre les rangs.
Il ne faut rien lâcher sur la question du racisme. Il ne faut rien lâcher sur la question de l'antisémitisme. Il ne faut rien lâcher sur la question de l'islamophobie. Parce qu'à partir du moment où vous commencez à reculer, comme l'a fait Fabien Roussel en disant « il existe un racisme anti-blanc », alors vous donnez un bout de terrain à nos adversaires. Parce qu'à partir du moment où vous commencez à bégayer et à chanter avec les loups, notamment ce qu'ont fait nos adversaires dès lors qu'il s'agissait de défendre Gaza, alors là, vous donnez un bout de terrain à nos adversaires. Et à la fin, quand vous résistez, ça vous donne la situation suivante. Ça vous donne Emmanuel Macron et Yael Braun-Pivet qui tiennent les propos suivants. Yael Braun-Pivet, je n'aurais pas dû dire soutien total et inconditionnel à Israël. Et qui étaient les seuls dans l'hémicycle à ne pas se lever au moment où elle a dit ça? C'est nous. Et aujourd'hui, elle se met sur notre position. Emmanuel Macron, il faut une reconnaissance de l'État de Palestine en juin. Qui c'est qui s'est battu pendant des mois et des années, envers et contre tout, pour obtenir la reconnaissance de l'État de Palestine? C'est nous, c'est vous. Alors maintenant, j'ai qu'une seule chose à leur dire aux Macron et Yael Braun-Pivet. Excusez-vous. Excusez-vous pour ces étudiants que vous avez virés des universités parce qu'ils défendaient la Palestine. Excusez-vous auprès des quartiers populaires que vous avez insultés. Excusez-vous auprès des personnes juives que vous avez instrumentalisées. Excusez-vous pour les Palestiniens qui sont plus de 50 000 que vous avez laissés mourir. Parce que là, nous, ce qu'on veut, c'est pas seulement des excuses. C'est pas seulement que vous reveniez sur vos propos. C'est pas une reconnaissance de l'État de Palestine en juin. On veut des excuses maintenant. On veut la reconnaissance de l'État de Palestine maintenant. On veut la fin des partenariats avec le gouvernement israélien maintenant. 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 Il ne faut jamais céder, jamais rien lâcher. Rien. Et dans la suite des événements, c'est cette ligne-là qui nous permettra de prendre le pouvoir et de faire la révolution citoyenne. Parce qu'à la seconde où on entre au gouvernement, assemblée constituante, bien commun, réforme dans l'éducation, investissement, planification écologique, augmentation des salaires, relance de la consommation, tout ça, ce sera regardé partout à travers le monde. Et à ce moment-là, les amis, on pourra revenir avec une longue histoire, une longue tradition française. C'est celle de toujours avoir une longueur d'avance sur le monde. Parce que c'est nous qui avons fait la devise liberté, égalité, fraternité. C'est nous qui avons fait la déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen. C'est nous qui avons décapité le roi en premier, ce qui deviendra une grande tradition ensuite. La France aura l'honneur et la fierté d'être devenu le premier pays à mettre fin aux privilèges de l'oligarchie et à relancer le seul système économique et politique qui permette une durabilité dans le temps. Voilà pourquoi est-ce que je suis profondément optimiste. Alors maintenant, ça va être difficile. Parce que puisque Le Pen ne peut pas se présenter à la prochaine élection présidentielle, ça va être la surenchère. Vous avez Gabriel Attal, Retailleau, Bardella, qui voient un électorat orphelin qu'ils vont chercher à draguer à tout prix. Ce que fait M. Retailleau avec l'Algérie, c'est rien de plus que de l'instrumentalisation politique pour servir son congrès et sa prochaine élection présidentielle. Rien de plus. Et je le dis en tant que député, mais je le dis aussi au nom de tout le peuple français. Utiliser la situation diplomatique, l'histoire diplomatique et les outils diplomatiques de la République française pour servir ses intérêts personnels, c'est trahir le peuple français, c'est trahir l'histoire de France et c'est ne pas se comporter en ministre d'État. Ce que fait M. Retailleau, c'est jouer avec une histoire coloniale dans laquelle la France n'a pas encore fait son inventaire. Parce que croyez pas, quand ils insultent les quartiers populaires, quand ils insultent l'islam, quand ils rejouent des vieilles histoires comme avec l'Algérie, c'est parce que ces gens, ils n'ont toujours pas digéré le fait que oui, la France, elle a perdu les guerres coloniales, que oui, la France, elle s'est trahie quand elle a fait la colonisation, et que ce qui s'est fait en Algérie, ce qui s'est fait au Congo, parce que la France y a participé, ce qui s'est fait dans tous les pays que la France a colonisés, ça a été une trahison de ce qu'est la République et ça a été une trahison de ce que doit être la France et le peuple français. Et nous devons faire avec cette histoire. Nous devons traiter avec respect l'Algérie. Nous devons traiter avec respect tous les pays qui ont été colonisés par la France. Et on ne doit pas faire comme Emmanuel Macron qui arrive infantilisant. C'est absolument insupportable de voir comment Emmanuel Macron parle aux dirigeants africains. Voilà, qui dit un jour, je crois que c'était le président du Burkina Faso, il dit « Oui, il va aller réparer la clim. » Mais t'as pas honte ? Enfin, en plus, président du Burkina Faso, c'est pas n'importe quel pays. Enfin, c'est le pays de Thomas Sankara. On fait pas n'importe quoi. Tu parles respectueusement à ces gens-là. On parlera pas de manière infantilisante, on parlera de manière respectueuse. Par exemple, on s'est fait jeter du Mali.
le jour où on arrive au pouvoir, si on avait été dans cette situation, on aurait demandé aux Maliens, est-ce que oui ou non vous voulez que l'armée française reste sur votre sol? Vous voulez qu'elle reste? Alors on discute. Vous voulez qu'elle parte? Alors elle partira. Et chaque fois qu'on se retrouvera dans une situation dans laquelle on aura la France qui se retrouvera à profiter de sa situation impériale pour abuser de pays qui ont été colonisés, alors nous on dira on arrête. Parce que c'est que comme ça que vous pouvez avoir des rapports long terme, fraternels et respectueux avec des nations qui sont des nations sœurs. Je le parle ici pour l'Algérie. On connaît toutes et tous ici des Franco-Algériens. On connaît toutes et tous ici des Algériens. Nous sommes des nations mêlées. Nous sommes des nations sœurs. Et lorsqu'il insulte l'Algérie, c'est toutes les relations franco-algériennes, du peuple français, du territoire français qu'il insulte. Et ça, nous ne pouvons pas le supporter. Et sur la question de l'impérialisme, je termine là. Il ne s'agit pas que du rapport du gouvernement français avec les États. Il s'agit aussi des oligarques français qui profitent des situations d'instabilité politique pour se faire de l'argent. Je vais poser un nom. Monsieur Vincent Bolloré et ses business en Afrique, c'est terminé. Et croyez-moi, je travaille d'arrache-pied pour savoir où est-ce que précisément ce monsieur a des affaires. Le port qu'il a actuellement au Rwanda, c'est terminé. Les affaires au Cameroun, c'est terminé. Et chaque fois qu'on a des milliardaires français qui profitent des situations d'instabilité politique qui ont été générées par la colonisation de la France, tout ça, c'est terminé. On se traite respectueusement, on se traite avec fraternité. Voilà ce que c'est que la révolution citoyenne. Et tout ça, c'est le sens de l'histoire de France. Nous, il y a un mot qu'on utilise beaucoup. Vous savez, ils disent, il y a un grand remplacement en France. On leur dit, oui, il y a un grand remplacement en France. Oui, ce grand remplacement, c'est celui des nouvelles générations. Chaque génération remplace l'ancienne génération, apporte sa culture, son regard, son avenir. Et oui, la jeune génération française, c'est une génération issue de l'histoire de l'immigration. Oui, la jeune génération française, c'est une génération qui est profondément féminine. Et la constitution de la Ve République qui a été faite en 1958 a été faite dans un moment où les femmes n'avaient même pas encore une égalité légale par rapport aux hommes sur toute une série de choses. Je parle de l'accès au travail, je parle du compte en banque, etc. La nation française de 1958 n'est pas la nation française de 2025. La nation française de 2025, c'est celle qui vit avec Internet, c'est celle qui vit avec le dérèglement climatique, c'est celle qui vit la fin du capitalisme, c'est celle de l'histoire de l'immigration, c'est celle de la France d'aujourd'hui et qui n'est pas représentée à l'Assemblée ou sur les plateaux de télévision. Mais, ok, ils ont de l'argent, ok, ils trichent dès lors qu'on réussit à gagner les élections, mais ça ne veut pas dire que tout est perdu. Parce qu'il y a encore plein de personnes qui ne sont pas allées voter et qui attendent qu'une chose, c'est que les choses changent. Alors, tout dépend de vous. On a besoin de vous pour aller tenir le tract, pour aider à organiser la réunion publique, pour participer aux réunions publiques, pour aller voter, pour aller vérifier que les gens sont bien inscrits sur les listes électorales. Mais petit à petit, on finira par avancer. Les prochaines étapes, c'est le 1er mai. 1er mai, riposte contre l'extrême droite et contre le patronat au nom de toutes les travailleuses et tous les travailleurs. La deuxième étape, c'est les élections municipales. J'ai entendu qu'ici, il y avait un maire qui se prétendait de gauche mais qui en réalité fricotait avec Emmanuel Macron et abandonnait les quartiers populaires. Ce monsieur-là, vous me le dégagez. Et à la mairie, vous mettez des gens qui représentent réellement votre ville. Et je fais juste un petit point sur les élections municipales. Toutes les personnes qui arriveront en vous promettant mondes et merveilles sont des menteurs. Aujourd'hui, dans les villes, il n'y a plus d'argent. Même lorsque vous pouvez me mettre à la tête d'une mairie, c'est pas vrai de dire que je pourrais faire mondes et merveilles malgré toutes les belles convictions que j'essaye de porter. Parce que les mairies, elles ont plus de sous. Vous avez 3 types de communes. Vous avez les communes de droite, celles dans lesquelles ils détruisent les quartiers populaires pour construire du plus cher et s'assurer qu'il n'y ait que des gens qui votent pour eux. Vous avez les communes gestionnaires, ça a l'air d'être typiquement la vôtre, c'est-à-dire des gens qui viennent vous voir à toutes les élections, vous promettent mondes et merveilles et à la fin ne peuvent rien faire parce qu'ils n'ont pas les sous. Ça, c'est à cause de Macron et Bayrou, vous inquiétez pas, on s'en occupe. Vous avez un 3e type de communes que le mouvement La France Insoumise compte bien de faire émerger. Ces communes, ce sont des communes révolutionnaires. Ce sont des communes dans lesquelles, lorsque vous êtes un élu avec une délégation, vous passez pas votre temps enfermé dans un bureau à faire des trucs qui servent à rien. Lorsque vous êtes un élu avec une délégation, au moins une fois par mois, vous faites une réunion publique dans le quartier. Toutes les personnes vous dites, il y a ça qui fonctionne pas, il y a ça qui fonctionne pas, il y a ça qui fonctionne pas. Et vous voyez ce que vous pouvez réparer. Et lorsque vous ne pouvez pas réparer, vous ne faites pas des fausses promesses aux gens. Vous dites, c'est pas compliqué. Là, actuellement, le bailleur, il ne veut pas s'occuper de réparer les portes, il ne veut pas s'occuper de rénover thermiquement les bâtiments, il ne veut pas s'occuper d'entretenir correctement les logements. Alors, toutes les personnes qui sont dans cette salle, on se rassemble, on va dans le bureau du bailleur et on dort chez lui jusqu'à ce qu'il fasse respecter la dignité des
des habitants. Ça s'appelle une commune révolutionnaire. Quand vous avez des bus qui passent pas, alors les jeunes ou les travailleurs, ils sont en retard au travail ou à l'école, il faut faire ce que moi j'ai déjà fait dans une commune. Vous arrivez, vous vous mettez en écharpe tricolore, vous vous mettez devant le bus et vous dites « Je ne bougerai pas, jour et nuit, tant qu'on n'aura pas un nouveau bus. » Ils ont plié en 10 heures. En 10 heures, on les a fait plier comme ça. Quand vous avez l'écharpe tricolore, vous n'êtes pas un bureaucrate. Vous n'êtes pas quelqu'un au-dessus des autres et vous n'êtes pas quelqu'un qui revient jamais voir les gens. Vous êtes un militant politique et vous êtes quelqu'un qui devait mener les groupes, mener les troupes pour à la fin redonner confiance aux gens dans la politique et ça passe par la lutte. Alors voilà un peu tout le portrait que j'ai essayé de dessiner. Oui, à l'international, la situation est extrêmement compliquée. Mais heureusement, il y a une majorité dans le pays qui n'est pas d'accord avec les génocides, qui n'est pas d'accord avec les guerres. Oui, actuellement, on a une situation politique dans laquelle les salaires ils augmentent pas, l'inflation elle continue, mais on sait très bien où va l'argent et on sait très bien comment le reprendre. Oui, aujourd'hui, il y a une jeunesse qui a peur et qui est désabusée. Mais cette jeunesse, elle n'a jamais été aussi consciente du monde qui l'entoure et elle n'a jamais eu autant l'occasion de changer les choses. Voilà pourquoi est-ce que je suis profondément optimiste, les amis. Parce qu'on a le devoir de changer les choses et la nécessité de le faire. Qu'on est aujourd'hui dans cette salle suffisamment nombreux pour être capable d'apporter un changement que le monde entier va regarder. Et à ce moment-là, le jour où on gagnera l'élection, où on convoquera l'Assemblée constituante et où on appliquera le programme L'Avenir en commun, là, à ce moment-là, on pourra toutes et tous se regarder et se dire liberté, égalité, fraternité, quelle que soit la religion, le genre ou la couleur de peau, nous l'avons fait ensemble. Merci à vous, Chambéry. Résistance! 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 Bonjour à toutes et à tous. Est-ce qu'on m'entend? Est-ce qu'on m'entend? On m'entend pas? Si, on peut. Est-ce qu'on peut augmenter un peu plus le son, s'il vous plaît? Bon, alors, est-ce qu'il y a des personnes dans la salle qui ont des questions, qui veulent discuter? Oui, donc, 1, 2. Attends, je vais me mettre là. Ouais, salut. Salut mon camarade. Merci à tous ceux qui sont intervenus. Merci à toi Louis, puisqu'on se connaît depuis longtemps, pour d'autres occasions. Ce que je voulais dire, c'est que d'abord, les peuples sont en marche à travers le monde. Si vous avez pu remarquer toutes les manifestations gigantesques qu'il y a aux États-Unis, c'est ça notre rassurance, c'est qu'on ne peut pas changer le monde seul en France s'il n'y a pas une modification aussi dans d'autres pays. Vous savez, on sera retoqué. Je voulais intervenir sur l'école. L'école laïque, publique, gratuite, mise en place par Jules Ferry, qui avait quand même des intérêts, parce qu'à l'époque, il fallait que les salariés apprennent à lire pour lire leur bulletin de salaire. Parce que vous savez qu'il était colonialiste, Jules Ferry, quand même. Et il était vosgien comme moi, en plus. Oh là là. Bien, ceci dit, ce que je voulais dire, c'est que c'est l'alternance, maintenant, l'école. C'est-à-dire que la plupart des jeunes vont en alternance gratuitement pour les patrons. Et non seulement ça, mais qu'est-ce qui va dans les écoles? Vous savez, je suis ça de près. L'armée, le 13e bataillon des chasseurs, va dans tous les collèges de Savoie. On leur fait des démonstrations d'armes, on leur fait des démonstrations de fusils. Vous croyez que moi j'aurais des enfants, je leur interdirais d'aller faire ça. Comme on a interdit à nos enfants d'aller porter des sacs de riz que Kouchner a foutus au Soudan, qui ont été bouffés par les rats. Parce que la charité chrétienne, ça ne peut pas être. Il faut des droits et pas la charité. Et aujourd'hui, notre société, elle est tournée vers la charité, partout. Et ce que je voulais dire pour l'école, les CFA. Vous croyez, moi j'ai travaillé en CFA. Qu'est-ce qu'ils font les jeunes? Ils vont 1 semaine à l'école et 15 jours chez les patrons. Et ils sont exploités chez les patrons. C'est une main-d'œuvre, et encore, il y avait des règles. Mais malgré tout. Hein, et je voulais dire également, sur Repentin, puisque c'est de ça dont tu parlais, Monsieur Repentin, c'est le premier islamophobe, je vous signale. Parce que Monsieur Repentin, il a mis en place la loi séparatisme par le contrat d'engagement républicain, que la libre pensée ne signera pas, parce que nous refusons
ce contrat d'engagement républicain, qui est une honte par rapport à tous les Arabes, faut le dire, les musulmans, je ne sais pas comment le dire parce que c'est une honte. Et M. Repentin a quand même eu l'honneur d'avoir le prix de la laïcité nationale, alors qu'il met en place un conseil de la laïcité qui n'est pas la défense de la laïcité, qui est une honte, et que nous ne participerons pas à ça. Donc je voulais vous dire merci, il faut y aller, tous les peuples, et je pense que quand même la fin de la propriété privée des moyens de production, tu me reconnaîtras bien là, est essentielle, parce que je ne vois pas comment autrement on va pouvoir piquer les milliards. D'ailleurs ceux-là, il faut les foutre en tôle. Bon, je crois que vous comprenez pourquoi René c'est ma pote. Non, quand il y a un mot, quand t'as dit école laïque, il y a quelque chose de très important à rappeler sur ce qu'est la laïcité. La laïcité, ce n'est pas un athéisme d'État. D'ailleurs, aujourd'hui, en fait, ils utilisent la laïcité comme un athéisme d'État, c'est-à-dire personne n'a le droit de montrer sa religion. Alors bon, quand vous parlez des croix ou des kippas, bon, ça, à la limite, on peut s'entendre. Par contre, dès que c'est le voile, ils se mettent à crier, à hurler et compagnie. C'est pourquoi, nous, sur la laïcité, il faut qu'on ait une ligne qui est constante. Pas de politique en religion, pas de religion en politique. Ça, c'est la laïcité, séparation des églises et de l'État. Et j'aimerais aussi dire une dernière chose. Quand on a des gens qui viennent voir sur les plateaux de télévision ou à l'Assemblée et ils disent « Vous savez, il faut interdire le voile en France parce qu'en Iran, il y a des femmes qui se battent pour retirer le voile. » Et j'ai envie de leur répondre, en Iran, il y a des mecs à qui on n'a pas donné leur avis, qui imposent aux femmes de s'habiller, alors que les femmes, elles doivent être libres de s'habiller comme elles veulent. Lorsque je vous vois sur les plateaux de télévision aller expliquer des choses sur lesquelles on ne vous a pas demandé votre avis pour aller imposer aux femmes, alors qu'elles ont le droit de s'habiller comme elles veulent, vous ne valez pas mieux que les gens qui oppriment les femmes en Iran. Donc dès lors que vous commencez à mettre le doigt dans l'interdiction du voile, vous valez pas mieux que les gens qui dirigent à Téhéran. J'ai juste une question sur votre avis sur un homme dont je ne sais pas s'il est forcément populaire ici, mais j'aimerais savoir qu'est-ce que vous pensez de Dominique de Villepin, sur l'avis qu'il porte sur Gaza. Est-ce que vous partagez son analyse sur la situation internationale, et est-ce que, et je me base sur des déclarations qu'a eu Manuel Bompard, est-ce que vous êtes toujours d'accord pour que Dominique de Villepin ait peut-être une place au sein d'un gouvernement du nouveau Front populaire? Très bonne question. Dominique de Villepin, c'est quelqu'un... Alors, premièrement, Dominique de Villepin, c'est quelqu'un qui, au moment où les États-Unis étaient au sommet de l'impérialisme, a porté une voix de la France. A pas porté une voix de la droite, a porté une voix de la France. Et je crois qu'on aurait bien besoin d'avoir à nouveau cette voix de la France, et ça a été une occasion manquée quand on voit l'horreur et le massacre de Gaza, et même en Cisjordanie et compagnie, enfin la colonisation c'est pas que à Gaza. On aurait aimé avoir une autre voix de la France, et aujourd'hui Dominique de Villepin, d'une certaine manière, il y a une forme de nostalgie collective pour ce moment où il y avait une autre voix de la France à l'international, et où, moi pour le coup j'écoute, je lis Dominique de Villepin. Dominique de Villepin, sur beaucoup de points sur les questions d'affaires étrangères, je pourrais être d'accord. Sur le rapport à l'Europe, je ne suis pas trop d'accord. Par contre, c'est très intéressant de l'écouter. Par contre, il y a un sujet pour répondre à la question. Est-ce que Dominique de Villepin peut entrer dans un gouvernement Nouveau Front Populaire? J'aimerais l'entendre parler des autoroutes qu'il a vendues. Et j'aimerais l'entendre parler du contrat première embauche qu'il avait fait pour les jeunes. Le jour où j'entendrai monsieur de Villepin me dire qu'il est pour le retour de l'impôt sur la fortune, l'augmentation des salaires et la collectivisation des biens communs, on pourra commencer à en discuter. Donc, de Villepin, je m'intéresse beaucoup à ce qu'il dit. J'ai hâte de l'entendre parler d'économie. Et s'il y a des gens qui aiment beaucoup Dominique de Villepin dans cette salle, aimez-le pour les affaires étrangères, parce que dès lors qu'il se met à parler d'économie, c'est l'horreur. Voilà mon avis sur de Villepin. Alors, bonsoir à tous. Je suis Ahmad Rafik, étudiant en licence de droit. Alors moi, je ne vais pas vous poser une question, mais plutôt une remarque. Une remarque concernant les étudiants, que vous avez également évoquée. Alors, vous le saviez tous que des étudiants, des étudiantes se retrouvent à travailler fortement et durement, juste après les cours, pour satisfaire leurs besoins vitaux. C'est-à-dire payer les loyers, acheter à manger.
Et on sait que vous êtes parmi les députés qui se battent haut et fort pour les droits des étudiants, notamment les conditions difficiles. Et ce que j'aimerais vous dire, c'est que l'école a pour premier objectif de garantir l'égalité de chance de tous les élèves. Un étudiant qui travaille juste après les cours, juste pour payer son loyer, alors qu'il est censé travailler ses cours, travailler, préparer ses examens. Là, par exemple, actuellement, nous sommes en période de partiel. C'est-à-dire, de nombreux étudiants se retrouvent à travailler pour payer le loyer, sachant qu'ils ont des partiels à passer après les vacances. Donc, je fais ce que vous demande, monsieur le député, c'est de augmenter les efforts que vous faites sur les étudiants. Parce que les étudiants, c'est l'avenir de la France de demain. Je vous remercie. Sur les étudiants, parce que sans théorie claire, pas d'action politique claire, comme disait un bon camarade. Sur les étudiants, il faut bien comprendre la situation dans laquelle ils se trouvent, mais c'est même la situation dans laquelle se trouvent tous les jeunes. La situation dans laquelle se trouve la jeunesse française, c'est une situation dans laquelle se trouvaient les personnes âgées à l'époque. À l'époque où il n'y avait pas encore la sécurité sociale et le système de retraite par répartition. Parce qu'à l'époque, quand il n'y avait pas encore ces systèmes-là, vous travailliez dur, c'était un travail qui était physique, et ensuite, à la fin, vous étiez en incapacité de travailler. Donc, parfois, vous pouviez mettre un petit peu de côté. Sauf que quand vous mettiez de côté, parfois c'était pas suffisant. Et donc du coup, les personnes âgées étaient dépendantes du fils, de la fille, pour pouvoir survivre. Et du coup, les personnes âgées étant dépendantes des enfants, se retrouvaient avec un certain niveau de revenu selon le niveau de vie et la classe sociale des enfants. Et bien finalement, pour la jeune génération, c'est exactement la même chose. Parce que lorsque vous arrivez à l'université, c'est pas vrai dire que vous avez pu lancer vous-même une autonomie qui vous permette de subvenir à vos propres besoins. Encore moins quand à côté, vous devez suivre des cours pour lesquels vous n'êtes pas rémunéré. Et aujourd'hui, les jeunes se retrouvent dans une situation de dépendance familiale avec leurs parents en fonction de leur classe sociale. Et vous avez des enfants qui ont des parents qui sont suffisamment riches et qui peuvent leur permettre de subvenir aux besoins pendant les études ou pendant la recherche d'emploi. Et souvent, ces jeunes, ils ont 2 fois plus de temps pour réviser que les enfants des classes laborieuses qui, eux, par contre, n'ont pas les moyens d'aider les enfants et donc, du coup, ils sont obligés de travailler à côté. C'est ce qui fait la grande inégalité du système scolaire français. Et c'est pourquoi il faut sortir de cette logique-là. Il faut passer d'une solidarité familiale pour aider les jeunes, c'est la solidarité familiale aujourd'hui qui les met dans cette situation. Il faut passer d'une solidarité familiale à une solidarité sociale et nationale. Et cette solidarité sociale et nationale, je ne l'invente pas, elle se fait par la sécurité sociale. Dans l'Assemblée nationale, c'est moi qui m'occupe de la branche famille de la sécurité sociale. Et dans le revenu étudiant que nous portons, nous voulons que ce revenu étudiant soit porté par la branche famille de la sécurité sociale, une sécurité sociale qui serait dirigée par les travailleuses et les travailleurs, elles et eux-mêmes, comme c'était le cas à l'origine avant que les politiques viennent foutre la merde. Donc bref, voilà en tout cas nous ce qu'on plaide, un revenu étudiant qui fasse partie de la branche famille de la sécurité sociale pour passer d'une solidarité familiale à une solidarité sociale et nationale. Et pour les personnes qui me disent que ça coûte trop cher, de toute façon cet argent aujourd'hui il est dépensé. Cet argent il est dépensé par les familles, c'est-à-dire que ce n'est pas vrai que de dire que c'est de l'argent que vous inventez ou que vous sortez par les fenêtres. De toute façon aujourd'hui cet argent il est dans la poche des étudiants parce que c'est les familles qui donnent. Seulement on a une situation où il y a des familles extrêmement riches qui donnent énormément à très peu d'étudiants et vous avez beaucoup de familles qui sont très pauvres qui donnent pas beaucoup à beaucoup d'étudiants et donc passer à la solidarité sociale et nationale c'est surtout une question de justice et d'égalité. Voilà pour ce qui est des étudiants. Bonsoir, moi j'aimerais savoir, je sais que depuis les accords de Maastricht, toute personne détenteur d'un passeport européen, il peut voter, il peut même occuper le poste de maire au niveau de municipalité, mais tandis qu'un citoyen qui vient hors Europe, il peut ni voter, il peut ni devenir maire. J'aimerais juste savoir votre opinion par rapport à ça, et merci. Alors,
C'est drôle, moi je viens de Villeneuve-Saint-Georges, une ville que vous connaissez parce que ça en a fait un peu parler dans la presse. Villeneuve-Saint-Georges, c'est une ville dans laquelle vous avez près de 35 000 habitants, ça fluctue un peu, mais vous avez que 13 000 votants. C'est parce que c'est une ville qui est extrêmement jeune et c'est aussi une ville dans laquelle vous avez énormément de personnes qui n'ont pas les papiers français. Mais moi, c'est une histoire qui m'arrive tout le temps, je raconte un peu ma vie. Quand je suis sur les marchés, souvent il y a des gens qui viennent me voir et il y en a un, enfin ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps, il me fait « Tu sais, moi ça fait... 44 ans que je suis sur le territoire français, mais j'ai toujours pas les papiers. » Je fais 44 ans que tu es sur le territoire français. Il me fait, ah non, moi je suis pas français, ça fait 44 ans que je suis là. Je lui dis, putain, c'est marrant, parce que moi, ça fait que 24 ans que je suis là, et du coup, tu es plus français que moi. Et ça nous a fait beaucoup rire tous les deux. Mais en réalité, quand on y pense, ce monsieur-là, il est beaucoup plus français que moi, parce que ça fait 44 ans qu'il est sur le territoire, et moi, ça fait que 24 ans que j'y suis. Ça fait 44 ans que lui, il fait peuple, moi, ça fait que 24 ans. Tout ça pour montrer l'absurdité de la question du papier. Alors, nous, notre ligne, oui, aujourd'hui, les citoyens européens peuvent voter aux élections locales, mais dès lors que vous n'avez pas la nationalité française, mais que vous vivez ici. On le sait, hein. Là par exemple dans le quartier Biolay, j'ai traîné un petit peu, je suis certain que les gens qui gèrent l'association du quartier, la moitié n'ont pas les papiers, n'ont pas la pièce d'identité française, et parfois même il y en a qui sont sans papier, on le sait aussi, souvent c'est les mamans. Donc vous avez des personnes qui aujourd'hui n'ont pas la nationalité française, mais pour autant font partie de la collectivité française et font vivre la communauté française. Alors pour moi, à partir du moment où tu vis ici, tu fais vivre ici, tu as le droit de voter ici. Donc oui, je suis d'accord, pas que les citoyens étrangers. Et oui, quand on arrivera au pouvoir, c'est le programme. Pour moi, les personnes de nationalité étrangère doivent pouvoir voter aux élections locales. Voilà. Bonsoir, enchantant de vous rencontrer du coup Monsieur Boyard. J'aurais juste une question par rapport à l'apprentissage parce que moi je sais que ça m'a sauvé la vie dans le sens où le lycée c'était pas pour moi, j'ai détesté ça. C'est vrai que j'ai dû faire lycée du lundi au samedi et travailler dimanche, enfin c'était vraiment horrible. Et l'apprentissage c'était quelque chose d'assez incroyable. Mais j'aurais plutôt une question par rapport au jour d'aujourd'hui. En tant qu'apprenti, c'est sûr qu'on est mal payé, on fait un travail de CDI, on fait des 39 heures. Mais voilà, j'ai cru lire du coup dans les informations qu'ils voulaient imposer à partir de 900 € de salaire brut et net, puisqu'en apprentissage, en soi le brut et net est la même chose, on serait imposé au niveau des impôts. Est-ce que c'est vraiment vrai ou pas? Parce que du coup, touchant 1300 €, étant imposé en tant qu'apprenti, on ne vit pas. Ayant un loyer, on ne vit clairement pas. Qu'est-ce que vous comptez faire par rapport à ça? Alors, sur la question de l'apprentissage, clairement, pour beaucoup de jeunes, comme vous avez pu le dire, ça sauve la vie. Mais pourquoi? Parce que dès lors qu'on arrive, qu'on n'aime pas l'école, et on arrive, on a le premier salaire qui tombe. Quand le premier salaire tombe, ça fait plaisir. Hein. Moi, j'étais autant entrepreneur, autant je faisais de l'aide aux devoirs, 400 €, je sautais de joie. Hein. Mais pour le coup, d'ailleurs, je parle des auto-entrepreneurs parce que tout comme les apprentis, les auto-entrepreneurs aussi vont être taxés et tout ça est en négociation. Sur la question de l'apprentissage, j'ai pas un problème avec l'apprentissage en soi. J'ai un problème avec le fait que dans l'apprentissage, les jeunes ne soient pas payés à égalité avec les autres, ce qui de fait crée des contrats jeunes dans lesquels on embauche des jeunes pour derrière ensuite faire tourner la machine et faire en sorte que pour pouvoir profiter de ces contrats jeunes et de jeunes qu'on met dans des situations de précarité. Et deuxièmement, j'ai un problème parce que aujourd'hui, moi non plus j'aimais pas le système scolaire, j'étais incapable de rester assis sur une chaise avec 40 par classe. Du coup, j'ai bloqué mon lycée. Ça a duré 3-4 mois. On a tout obtenu, reconstruction, collège, lycée, 30 millions d'euros, chèque pour Pécresse. Le jour de l'inauguration, c'est Pécresse, elle voulait pas donner l'argent. Elle disait ah non, on donnera pas l'argent. On l'a fait céder, elle a lâché tout le pognon. Le jour de l'inauguration, le député, il avait changé, c'était moi. Je vous invite à revoir la photo. Je suis comme ça avec mon écharpe tricolore. Tous, ils sont dégoûtés. Bref, aujourd'hui, en fait, la voie professionnelle, elle est remplacée par l'apprentissage. Et dans la voie professionnelle, on apprend des choses qui sont ok. Premièrement, dans la voie professionnelle, pour moi, on devrait avoir plus d'histoire, de philosophie et compagnie. C'est pas normal que dans la voie générale, vous ayez plus de matières qui vous permettent d'apprendre à penser le monde que dans la voie professionnelle. Un lycéen de la voie professionnelle, c'est aussi une citoyenne ou un citoyen. Et surtout, il y a un grand enjeu, c'est le rapport entre qualification et certification. Le rêve, c'est dans un pays d'Amérique du Sud que vous avez ça. Vous avez un pays d'Amérique, j'ai plus le nom, peut-être Équateur, je sais plus. Mais en tout cas, j'ai Jean-Luc qui me racontait ça. En gros, lui, il traîne tout le temps là-bas. Il était là-bas, il a parlé à un type là-bas, il lui a fait, bah écoute, nous, ça se passe comment? En gros, t'arrives, tu veux rentrer dans une entreprise, on te dit, ah oui, mais si jamais tu veux rentrer dans l'entreprise, il te faut la certification. Ah d'accord, où est-ce que je trouve la certification? Bah pour avoir la certification, il faut que tu prennes une formation qui dure 1 semaine, 2 semaines, mais pour ça, il faut que tu la payes. Et ça, c'est le rêve du patronat. C'est de privatiser la formation professionnelle pour que non seulement
ils la fassent payer et que donc ils se fassent de l'argent, mais surtout qu'ils apprennent aux élèves à se servir uniquement d'une seule ligne de production. Je m'explique. Aujourd'hui, vous avez quelque chose qui s'appelle les écoles de production qui sont mises en place par la région Île-de-France et vous avez aussi ça en région Rhône-Alpes. C'est en gros des écoles dans lesquelles vous avez par exemple Total qui va prendre des gens, et alors vous regardez le projet, c'est super, hein. C'est par exemple, vous avez des MNA, des mineurs isolés qui sont embauchés dans tout ça, mais par contre, ils sont payés, ils reçoivent de l'argent. Par contre, on leur apprend à faire fonctionner uniquement une ligne de production Total. Ce qui fait que si jamais un jour ils veulent changer d'entreprise, ils devront aller se former dans une autre école de production et payer. Et ça, c'est quelque chose qu'ils sont en train d'installer actuellement en France. Et c'est comme ça qu'ils détruisent la voie professionnelle. Ils remplacent la voie... Un jeune qui n'aime pas la voie générale, enfin la voie générale, en gros la voie nulle, j'aime pas cette voie. Bref, c'est des jeunes qu'ils n'arrivent pas à envoyer dans cette voie-là. Avant, ils les envoyaient dans la voie pro, maintenant ils les envoient dans l'apprentissage, dans lequel on ne fait que de la certification et plus de la qualification. Et nous, on défend la voie professionnelle pour que, en gros, lorsque vous arrivez dans la voie professionnelle, vous ne savez pas faire fonctionner qu'une seule ligne de production, mais faire fonctionner toutes les lignes de production. J'ai été visiter un lycée professionnel un jour, je vous jure, je m'en remettrai jamais. J'arrive dans une pièce, j'ai 2 petits qui sont là dans une salle, ils ont 16 ans. Il y avait une quinzaine, vingtaine de machines. Des machines qui fonctionnaient à l'eau, à l'électricité, à l'air. Ils m'ont montré, ils savaient réparer, faire fonctionner et à quoi servait chacune de ces machines. Ils avaient entre 15 et 16 ans, ils étaient petits et passionnés. Ça, il faut le garder à tout prix et il ne faut surtout pas le laisser dans la main du patronat. Donc voilà la critique que j'ai à faire avec l'apprentissage. Le fait que ce soit des contrats jeunes qui sont utilisés pour qu'on abuse de la précarité des jeunes d'un point de vue court terme et d'un point de vue long terme, le fait que ça permette au patronat de reprendre la main sur la formation professionnelle et de s'attaquer à la qualification pour faire que de la certification. Maintenant, pour venir à ta question, parce que je me suis totalement égaré, mais c'est un sujet que j'adore, oui, actuellement, ils ont envie d'imposer les apprentis parce qu'en gros, ils ont tout leur truc d'économie. C'est leur gros problème. Ils veulent réduire le déficit. Mais en même temps, ils ne veulent pas imposer les ultra-riches. Il y a des statistiques qui sont sorties il y a 2 jours dans lesquelles les impôts ont augmenté pour tout le monde, pour tous les citoyens français, sauf pour les 10% les plus riches. Ce sont les seuls qui ont vu leurs impôts baisser depuis qu'Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir. Et donc du coup, pour remplir les caisses, oui, ils veulent imposer les apprentis. C'est entre 50 et 70 € la taxe qu'ils veulent mettre en place. Là, actuellement, il y a des discussions avec Bercy sur la question des auto-entrepreneurs, sur lequel nous, on essaie de faire peser sur les apprentis. Mais en réalité, s'ils ont pu imposer la réforme des retraites par 49.3 sur les apprentis, ils vont aussi le faire. Mais il y a une pétition qui a été lancée justement sur la question des apprentis, qui a plusieurs dizaines de milliers de signatures. Donc nous, en tout cas, on continue de mener la bataille. Je suis commissaire aux affaires sociales de l'Assemblée nationale et je les embête à peu près toutes les semaines avec cette question. Donc voilà, désolé, c'est la faute à Bayrou et t'inquiète pas, on va les dégager. Bonsoir. Je suis lycéen et j'avais une question à vous poser sur l'éducation. J'ai l'impression qu'avec votre groupe, enfin, je l'espère de tout cœur, vous voulez fonder une école qui est nouvelle, différente. Mais qu'est-ce que ce serait l'objectif premier? Parce que pour l'instant, on nous enseigne à être un citoyen, entre guillemets, grâce à notre charmante heure de MC par semaine. Mais qu'est-ce que ce serait la ligne directrice? Parce qu'on nous a appris à critiquer d'autres formes d'éducation. Par exemple, apprendre des trucs inutiles, puis être stupide après quand même. Mais qu'est-ce que vous voulez? Mais finalement, on fait la même chose, en fait. Donc, 4 siècles plus tard. Donc, qu'est-ce que ce serait l'objectif? C'est vraiment difficile. Y a des profs dans la salle ou pas? Ouais. Voilà. Bah, les profs, là, tu vois, si jamais je viens et que je te dis, t'inquiète pas, on va tout révolutionner, je vais avoir les profs qui vont s'arracher les cheveux. Bon, celui qui est là, il n'y en a pas beaucoup. Mais ils vont s'arracher les cheveux et ils vont dire, écoute, c'est la 12e réforme cette semaine, s'il vous plaît, arrêtez. Donc déjà, premièrement, en fait, il va falloir faire de la planification. La première étape, déjà, ça va être d'abroger la réforme du lycée, la réforme du baccalauréat. C'est en gros, on retourne... on va arrêter ça. Toutes les réformes d'éducation René, mais de toute façon, vous inquiétez pas, le jour où on prend le pouvoir, j'ai René qui va m'appeler, elle va m'envoyer une liste et le travail, prenez soin de René. Ensuite, donc, premièrement, on va planifier. Déjà, premièrement, on a besoin de davantage de professeurs. En fait, ce n'est pas possible aujourd'hui, quand on est un prof, de faire des cours quand on a 30 à 40 élèves. Et quand je parle à des profs, il y a une expression qui me revient beaucoup, c'est un prof, ça doit apprendre à tenir sa classe. Et en vrai, aujourd'hui, quand on est prof, faut imaginer ce que c'est.
Toute la journée, tu as des élèves qui eux-mêmes sont là toute la journée. Toi, tu es passionné par ce que tu fais apprendre, tu es passionné par le fait d'apprendre à des petits, mais les petits, eux, bah, forcément, ils sont là comme ça à écouter quelqu'un tous les jours, et donc le prof, il doit tenir sa classe. Le meilleur service qu'on puisse rendre aux professeurs et aux élèves, c'est d'arrêter d'être dans ce truc de tenir sa classe et de réduire le nombre d'élèves par classe pour notamment, en gros, permettre que les profs ils puissent prendre plus le temps avec les élèves, que l'élève il puisse prendre plus le temps avec le professeur. Ça, déjà, premièrement, abrogation des réformes qui ont été faites par Macron. Deuxièmement, on a plus de professeurs. Comment est-ce qu'on fait pour avoir plus de professeurs ? Ça passe pas par 4 chemins. Dégeler totalement le point d'indice. Et ensuite, il faut expliquer aux profs qu'ils ne vont pas se retrouver dans une situation à être 30 à 40 par classe. Après, ensuite, pour ce qui est de la question des élèves, moi, en tout cas, c'est ce que je plaide. Et vous inquiétez pas, si on gagne, je le plaiderai toujours. Il y a eu un mouvement incroyable dans les lycées et dans les collèges, c'est le mouvement du 8h-13h. C'est en gros, ils se sont mis tous ensemble à lancer un truc sur TikTok pour que les élèves, ils aient cours seulement de 8h à 13h. Alors, il y en a qui disaient 8h à 13h, c'est pas possible et tout. Tout le monde n'était pas d'accord sur cette revendication, mais ils se sont dit, bon, ok, c'est le truc sur lequel on peut se faire entendre, ils l'ont fait. Qu'est-ce qu'ils racontent à travers cette revendication ? Ils racontent que, premièrement, ils ont trop de temps de cours, et c'est vrai. Et deuxièmement, que le système scolaire leur fait se sentir mal. J'ai lancé une consultation auprès des collégiens et des lycéens, et cette consultation disait que les 3/4 des collégiens et des lycéens dormaient, je crois, moins de 7 heures par nuit, et je crois que c'était les 2/3 qui disaient se sentir avoir un problème vis-à-vis de leur rapport à leur santé mentale. Donc ça va très très mal dans les collèges et les lycées, pas que à cause du système scolaire, mais ça y joue beaucoup, en tout cas, il n'est pas capable de les corriger. Donc non seulement on fera ça, mais deuxièmement, il y aura des consultations qui seront organisées pour demander, premièrement aux professeurs quelles sont les priorités, mais surtout pour demander aux élèves à quoi vous voulez que ressemble votre école. Et en fait, moi j'ai plein d'idées, mais franchement, ça fait longtemps que je ne suis pas allé au lycée, donc j'ai surtout envie de le demander aux lycéens. Et je termine par un petit exercice de pensée. Regardez à quoi ressemble une cuisine il y a 50 ans et à quoi ressemble une cuisine aujourd'hui. Regardez à quoi ressemble une voiture il y a 50 ans et à quoi ressemble une voiture aujourd'hui. Maintenant, regardez à quoi ressemble une salle de classe il y a 50 ans et à quoi ressemble une salle de classe aujourd'hui. Et vous comprenez qu'il y a des sujets sur lesquels on n'a pas totalement avancé. Et puis, de ce point de vue-là aussi, on va moderniser. Voilà pour te répondre. Alors bonsoir, enchanté, c'est Nour. J'ai une question qui va se décomposer en 3 parties. La première, le grand frère de Parcoursup. On voit de quoi on parle ? Mon master. Alors, bon voilà, je pense que... Et ce sujet en amène un autre, la santé mentale chez les jeunes. Et pour finir, je crois que j'ai un petit trou de mémoire. Ah non, c'est bon, je me rappelle. En ce moment, on voit beaucoup de trends TikTok sur l'euro numérique. On aimerait avoir votre avis, du coup. Voilà. C'est tout. Je connais pas cette trend, il y a vraiment une trend sur l'euro numérique, tu peux m'expliquer ? Alors, ça va être super cool. En gros, tout notre argent va être déplacé sur un compte numérique. Et à chaque fois qu'on va vouloir acheter quelque chose, ou tout le cash, tout l'argent qu'on a en espèces sera sur une monnaie numérique, quoi. Chaque fois qu'on voudra acheter quelque chose, on devra avoir une autorisation. Si on a acheté trop de serviettes hygiéniques ce mois-ci, on n'aura pas le droit d'en racheter, quoi. Okay. Voilà. Je suis contre. Ouais. C'est censé passer en octobre 2025. Directive européenne ? Ouais. Je vais regarder. J'étais pas au courant. Je vais regarder. Pour répondre sur la question de la santé mentale des jeunes. Alors, c'est un gros sujet. En fait, c'est tout le problème, et c'est pour ça que c'est assez paradoxal. J'allais vous dire, j'aime pas parler des jeunes, mais sincèrement, j'aime pas parler des jeunes parce que ça veut rien dire. La jeunesse, ça ne veut absolument rien dire. La jeunesse, enfin, je veux dire, je pense que la plupart des gens dans cette salle n'ont rien à voir avec la jeunesse de Gabriel Attal, qui est un enfant de Bourges des grands arrondissements de Paris. Enfin, je veux dire, quand je parle de jeunes, là, voilà. On n'est pas tous pareils quand on est jeune. Et clairement, quand moi je parle de jeunes, il y a clairement des jeunes qui vont davantage profiter de notre politique que d'autres. Désolé Gabriel Attal. Enfin, donc, c'est pour ça que j'aime pas parler de jeunesse. Mais par contre, il y a quand même un souci, c'est qu'aujourd'hui, dans une grande partie de la jeunesse, il y a un problème sur le rapport à la santé mentale. Sur ça, il n'y a pas de secret. Premièrement, les angoisses. Les angoisses, c'est quoi ? C'est celle de ne pas pouvoir payer son loyer, de devoir trouver un boulot. La pression des études, la pression d'un système scolaire où, je rappelle, on met en compétition des jeunes les uns avec les autres.
Par exemple, sur la question, elle l'a dit, sur les protections périodiques. Je trouve aberrant aujourd'hui qu'on paye des protections périodiques. Quand je parlais de biens communs, typiquement, ça, vous aurez pu à le payer. Ou en tout cas, pas aussi cher. On va bloquer les prix sur les protections périodiques, vous inquiétez pas. Moi, je vous jure. Non, mais ma copine m'a dit le prix. Bref. Après, sur la question de la santé mentale des jeunes, premièrement, et alors, ok, je vais tirer le fil sur mon master. Parce qu'en fait, on a un problème à chaque fois. Ok, je vais commencer par parler la proposition de loi sur les médecins. Et ça va répondre à ta question. Vous avez suivi cette histoire sur la proposition de loi sur les médecins qui n'auront plus le droit de s'installer dans des zones qui sont surdotées pour lutter contre les déserts médicaux. En gros, quand vous serez un médecin, vous n'aurez plus le droit de vous installer à Biarritz. Et désolé, il va falloir venir dans le super quartier de Biolay, mais moi je l'aime bien, donc ils auront de la chance. Super. Eux, ils s'opposent à ça. Parce qu'ils disent, oui, on a quand même envie de s'installer à Biarritz. Très bien, ça vous regarde. Mais il y a un souci. C'est que là, actuellement, du point de vue des soins, on a... Parce que, alors je retire la bobine, en 1968, les jeunes sortent dans la rue, c'est génial, j'aurais adoré y être. L'objectif, c'est de le refaire l'année prochaine. Bref. Après 1968, les grands dirigeants universitaires de la médecine, et même les grands médecins, les influents, commencent à paniquer. Il y a de plus en plus de prolos dans la médecine, et en fait, le truc va plus devenir suffisamment élitiste. Donc du coup, ils décident de mettre ce qu'on appelle un numerus clausus. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas le droit d'avoir plus d'un certain nombre de gens qui seront formés à la médecine. Sauf que le problème, c'est que ce numerus clausus qui a réellement été fait pour permettre à une petite bourgeoisie de la médecine de garder ses privilèges à soi seule, c'est réellement ça qui s'est passé, j'invente rien, et ce numerus clausus, il nous met face à un problème aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas suffisamment de médecins par rapport au nombre de la population. Et en fait, là, on a une véritable bombe qui est en face de nous. Pendant 5, 10, 15, 20 ans, même 25 ans, on n'aura pas suffisamment de médecins par rapport à l'évolution de la population, mais surtout au vieillissement de la population. Et il y a des gens qui disent, oui, mais en fait, même si jamais vous répartissez tous les médecins dans les zones sous-dotées, c'est pas vrai de dire que ça résoudra la crise, parce qu'il n'y a pas assez de médecins. Et on ne peut pas leur donner tort, parce qu'il n'y a pas suffisamment de médecins. Donc le véritable sujet, c'est que les médecins, il va falloir leur dire, écoutez, là clairement, on n'est plus dans un truc où ça va être la main libre du marché qui va organiser la médecine. Là, on va avoir besoin de planification et on va avoir besoin que tout le monde y donne du sien. Sur la question des soins, j'ai un peu le même problème. Et sur la question de Parcoursup, c'est que en réalité, on a besoin de quoi? On a besoin de plus de psys. Des psys qui sont dans le service public et qui peuvent écouter les jeunes. Bien sûr, mettre un coup de main sur le compte en banque et compagnie, ça peut filer un plus, mais en fait, une maladie mentale, c'est une maladie. Donc ça doit être soigné. Donc on a besoin d'avoir plus de soignants. Le problème, c'est que ces soignants, il y a besoin de les former. Et ça prend extrêmement longtemps de former ces soignants. C'est pareil sur les professeurs, même si les professeurs, ça prendra un peu moins de temps de les former. Donc du coup, la réponse que j'ai envie de te donner, c'est premièrement, pour Parcoursup et Parcoursup Master, on va ouvrir des places à l'université, on va recruter davantage d'enseignants, mais on va à un moment se retrouver bloqué face à un seuil, on aura besoin de plus de gens formés. Donc c'est des choses qui vont mettre du temps à se mettre à leur plein potentiel. Pareil sur la question des soignants, et pareil du coup sur la question de la santé mentale. Et c'est pour ça en vrai, nous, quand premièrement, on est les seuls à avoir un programme, deuxièmement, on est les seuls à regarder et à étudier comment notre programme il va s'appliquer dans le temps, et troisièmement, on ne vous fait pas de fausses promesses. Donc, pour répondre à ta question, nous, on espère que les politiques qu'on va pouvoir mettre immédiatement au service de la jeunesse vont permettre de compenser ce qui est aujourd'hui une angoisse et une détresse de la part des jeunes. On va essayer d'avoir le plus de soignants possible dans le service public pour qu'ils puissent accueillir ces jeunes et on va essayer de former au maximum pour essayer d'enrayer cette situation. Je ne sais pas si c'est la réponse idéale, mais en tout cas, je t'ai fait une réponse honnête et j'espère que ça te va. Voilà. C'est bon. Ça marche pas? Donc, moi, ma question, elle sera assez simple et assez courte. Comment tu veux intéresser les jeunes de 14, de 15, de 16, de 17 ans à la politique, alors même qu'ils savent qu'avant 18 ans et la sacro-sainte majorité, ils peuvent ni choisir leur président, ni choisir leurs députés, la représentation nationale, ni même leurs élus locaux, leurs maires ou tout ce qui constitue et tous les élus qui les représentent dans la vie du quotidien? Je fais des TikTok. Non mais, bon, je réponds en rigolant, mais je trouve la question elle est intéressante parce qu'il y a plusieurs éléments qui ont été posés. Déjà, premièrement, comment est-ce qu'on intéresse les jeunes à la politique? On l'a dit, les jeunes, ils savent ce qui se passe dans le monde, ils ont conscience de ce qui se passe dans le monde, mais c'est une connexion avec les institutions qui manquent. Quand je fais des TikTok, c'est pour leur montrer, regardez,
Il y a un député qui fait des trucs marrants. Et de temps en temps, je mets une interv politique à l'Assemblée nationale où j'explique des trucs des institutions. Et c'est comme ça que j'essaie de les connecter à la politique. Mais en réalité, la politique, et je trouve que c'est ça qui est très important, la politique, ce n'est pas que le vote. Même en réalité, la majorité de la politique, ce n'est pas le vote. La politique, c'est l'engagement dans les associations de quartier. La politique, c'est le tweet de trop à 2h du matin. La politique, c'est la discussion avec les amis, avec la famille. La politique, c'est la lutte locale. Moi, par exemple, j'étais pas politique à l'époque. Je m'en foutais de la politique. Mais c'est la politique qui est venue dans ma vie. En gros, j'étais dans un lycée qui est en dessous de la piste d'atterrissage d'un aéroport, en zone inondable, mais construit sur une ancienne sablière, donc on avait des trous, on avait des rixes, on avait le plafond qui nous tombait sur la tête, on avait des rats, on avait des serpents, on était à côté d'une déchetterie, à côté d'une zone Céveso, bref, il manquait plus que le cimetière indien, quoi. Mais non, il nous disait, il y a un truc que vous n'avez pas, c'est l'amiante. Et à un moment, il y a de l'amiante qui tombe dans une salle de classe. Moi, à ce moment-là, j'ai 17 ans. Et avec mes potes, on était en soirée et on en parle et on se fait, vraiment, tout a commencé par un, la vérité, on se fait pas respecter. Mais vraiment, c'est cette phrase-là qui a fait se dire, mais en fait, là, on n'est pas respecté. Bon, bah, on va faire quelque chose. Et donc, on s'est organisé en syndicat lycéen. Et dans ce syndicat-là, on a mené une mobilisation de 3-4 mois en bloquant le lycée avec les parents, avec les professeurs, et on a réussi à obtenir la reconstruction du collège et du lycée. Franchement, rendez-vous compte, on avait 17 ans, on a réussi à arracher 30 millions d'euros à Valérie Pécresse et au président du département. Et c'est à ce moment-là qu'on a compris que la politique, elle pouvait changer la vie. Donc la politique, c'est pas que le vote. La politique, c'est aussi la lutte. Et la politique, c'est aussi parfois aider son prochain. Moi, je trouve le meilleur moyen d'intéresser les collégiens et les lycéens, c'est de leur faire des trucs cool. C'est-à-dire, viens, on va aller faire, une maraude, tiens. Voilà, bah c'est cool. En fait, à ce moment-là, on se sent utile. Tiens, on va faire tel truc utile. Tiens, on va faire tel truc utile. Et plus vous faites participer les gens à des choses utiles, plus ensuite vous pouvez commencer à parler politique et ensuite à rentrer dans le fond du détail. Par exemple, dans une maraude, t'as déjà entendu parler de Karl Marx? Non mais vous rigolez, mais c'est vraiment comme ça qu'on contribue à la politisation des gens. Donc le meilleur conseil que je puisse te donner, c'est chaque fois que tu as l'occasion de construire une lutte, construis cette lutte. Chaque fois que tu as l'occasion d'expliquer les institutions, explique-les. Et chaque fois qu'il y a quelqu'un qui dit « moi j'aimerais bien être utile », donne-lui l'occasion d'être utile parce que c'est toujours le premier pas avant que cette personne vienne nous filer un coup de main pour faire la révolution. Bonsoir. Ça marche pas? Si, ça marche. Moi, je suis AESH, je m'occupe d'élèves handicapés au collège. J'aimerais savoir ce que vous comptez faire pour eux, parce qu'on est très utiles. Sans nous, ils sont foutus. Et j'ai une autre question sur Trump, qui veut raser Gaza pour en faire des terrains pour les vendre, etc. Est-ce qu'on ne peut pas trouver une solution pour contrer cette idée, s'opposer? Voilà, vous avez compris. Alors, pour répondre à la question, déjà, premièrement, force et merci, parce que franchement, si tu fais staff, je sais que tu le fais par passion, donc franchement, merci. Deuxièmement, il y a Nadège Abomangoli, excellente vice-présidente de l'Assemblée nationale, qui a fait une proposition de loi sur la question des ASH. Donc, globalement, avec cette proposition de loi, tu as à peu près tous les détails de ce que nous, on mettra en place. Mais déjà, premièrement, la question du salaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on fait ce métier-là, non seulement on doit avoir le minimum le SMIC, mais en fait, on doit avoir plus que le SMIC. Deuxièmement, la question de la formation, parce que je connais très bien quelqu'un qui fait ce métier, et cette personne m'explique qu'en gros, quand tu arrives, tu n'es pas formé, on t'apprend pas grand-chose, et on te jette dans le grand bain à devoir t'occuper d'enfants qui ont besoin d'avoir quelqu'un qui maîtrise le sujet. Donc, premièrement, formation. Deuxièmement, meilleure rémunération. Et troisièmement, pour tous les détails, regarde la proposition de loi de Nadège Abomangoli. Et ensuite, sur la question du projet de Trump sur Gaza, c'est pas une blague. Là, par exemple, il a réitéré les propos comme quoi, en gros, lui, son projet, là, le nouveau terme qu'il a utilisé, c'est la Riviera du Moyen-Orient. Donc, en gros, en fait, son projet, c'est que les États-Unis colonisent Gaza, rasent tout, en face une Riviera du Moyen-Orient, et ensuite qu'ils redonnent ça au gouvernement israélien. Et c'est pour ça que le gouvernement israélien supporte ce projet. Actuellement, vous avez un autre projet qui a été proposé par la Ligue arabe, je crois. Ce projet, en gros, c'est un projet en 3 étapes, et c'est en gros un projet qui vise à reconstruire Gaza.
Et dans ce projet qui est proposé par la Ligue arabe, il y a Royaume-Uni, Allemagne et France qui actuellement les soutiennent. Et donc du coup, en fait, c'est là toute la question. C'est qui de l'impérialisme américain ou du peu de bonté et d'âme des Européens qui ont laissé faire le génocide qui réussira à gagner ce rapport de force diplomatique? C'est pourquoi, en vrai, quand vous avez eu un bouger d'Emmanuel Macron sur la question de la reconnaissance de l'État de Palestine ou un bouger d'Yael Braun-Pivet, il ne faut pas croire. Ce bouger, il n'existe que parce que nous existons. Et quand je dis nous, c'est toutes les personnes qui ont manifesté et qui continuent d'aller aux manifestations. Donc, en tout cas, si jamais on veut empêcher le projet de Trump, il n'y a qu'un seul moyen. Il faut que la solidarité internationale continue de participer aux manifestations et aux réunions publiques pour la Palestine, parce qu'il n'y a que la solidarité internationale qui permettra de les faire reculer. Et participer à la campagne BDS aussi. Ils n'aiment pas ça, les Américains. Ce sera la dernière question du coup pour ce soir. Tout d'abord, du coup, merci à vous d'être venus. Merci à tous ceux sans qui l'événement actuel n'aurait pas pu être fait. Maintenant, ma question, ça concerne l'école, aussi la laïcité. Le groupe scolaire Al-Kandi, je crois, ou Al-Kindi, qui est notamment en rupture avec l'État, le contrat. Est-ce que vous constatez un deux poids deux mesures avec le lycée Stanislas qui, je le rappelle, je crois en mai 2024, a pu se voir débloquer 400 000 € par Yael Braun-Pivet. Du coup, je voulais connaître votre avis à vous et ce que vous en pensez. Il y a un total deux poids deux mesures sur le contrôle des établissements privés selon la religion ou selon les catégories sociales qui sont accueillies. Vous avez actuellement le député Paul Vannier, député du Val d'Oise, je crois, excellent Paul Vannier, qui actuellement est en train de mener une commission d'enquête sur ces sujets. Du coup, lui, il va rendre un rapport, et ce rapport, croyez-moi, il va vraiment faire date. Et en gros, j'ai demandé à Paul, qui lui, du coup, connaît très bien le sujet, je fais, du coup, c'est comment? Il me fait, c'est le bordel, il n'y a aucun contrôle, il n'y a rien qui est fait. Et donc, oui, il y a un deux poids deux mesures. Un, déjà, premièrement, sur... en fait, Paul, il a regardé les fréquences des contrôles des lycées privés musulmans et les fréquences de contrôle des lycées privés, par exemple, catholiques. Je crois que c'est 12 fois plus pour les lycées musulmans et rien pour les autres. Donc, premièrement, on voit un acharnement du contrôle spécifiquement sur les lycées musulmans. Et deuxièmement, il y a un deux poids deux mesures sur l'attribution des subventions. Mais moi, c'est pas Stanislas qui me choque le plus. Ce qui me choque le plus, c'est Valérie Pécresse vis-à-vis de Sciences Po. C'est que quand vous aviez Sciences Po Paris qui était en train de manifester pour la Palestine, elle a dit l'Île-de-France retire sa subvention parce que Sciences Po n'a pas à être une école politisée. Tu t'en parles, toi. C'est Sciences Po. Mais surtout, si jamais ils avaient fait une manif pour Israël, est-ce qu'elle aurait retiré la subvention? Jamais elle aurait retiré la subvention. Donc oui, sur ce sujet, il y a deux poids deux mesures et il y a islamophobie et Paul Vannier va y remettre de l'ordre. Bon, là, juste, René, écoutez, non, pardon, mais en vrai, parce que je connais les camarades qui gèrent les questions, écoutez, on va s'arrêter ici, je vais aller me manger une fondue après, pareil qu'elles sont super bonnes, les vôtres. Je voulais vous remercier, premièrement, parce que c'était un très très bon moment, deuxièmement, parce que ça donne chaud au cœur et ça donne envie de continuer la bataille, troisièmement, parce que j'ai tourné un petit peu dans le coin et que les gens sont super sympas, et franchement, le temps d'échange de questions-réponses, c'était super sympa. Donc voilà. Je reste un petit peu en bas pour continuer de discuter et d'échanger. Merci beaucoup Chambéry et puis en route vers la révolution citoyenne. Merci à vous.